Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur le dépistage du plomb dans l'eau potable. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir. Je vais laisser quelques temps pour que les gens puissent se brancher. On avait 335 inscriptions ce soir. Alors, pour vos informations, on est rendu à peu près à 180 personnes qui se branchent en ce moment et ça continue de se brancher, de monter. Alors, bonsoir, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On est rendu à 200 participants déjà avec nous ce soir. Bienvenue. Hmm. Alors, ça a cessé de bouger, le chiffre a cessé de bouger. Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance d'information sur le dépistage du plomb dans l'eau potable pour les résidents et propriétaires concernés, c'est-à-dire la cité Limoilou, une partie, et Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Alors, mon nom est Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique et mon rôle est d'animer la soirée et de gérer les droits de parole. Et puisque vous êtes nombreux ce soir, on est déjà rendu à plus de 200 personnes. Je suis accompagnée de ma collègue Dominique Gagnon, qui est aussi conseillère en consultation publique, qui me donnera un coup de main là, pour la gestion des questions tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je vous mentionne que la séance ce soir est enregistrée. Alors, vous pourrez la réécouter à votre convenance et les questions-réponses aussi seront enregistrées, mais nous sommes en mode webinaire, c'est-à-dire que vous nous voyez, mais malheureusement, nous, on ne vous voit pas. Alors, il n'y aura pas de caméra qui va pouvoir s'ouvrir. Alors, c'est seulement le son ou l'outil Q et A qu'on vous expliquera tout à l'heure pour le fonctionnement du webinaire. Alors, je vous présente tout de suite les personnes qui nous accompagnent ce soir. Alors, on a d'abord Madame Christine Beaulieu, qui est chimiste et directrice de section du service de la qualité de l'eau et des laboratoires et traitement des eaux. Juste directrice de section au niveau de la qualité de l'eau et des laboratoires. C'est pas moi qui est directrice du service du traitement des eaux. Je tiens juste à le ramener là, pour pas, pas créer d'imbroglio. Mais bonsoir à tous. Merci, Christine. On poursuit avec Madame Valérie Gauthier, qui est chimiste au service du traitement des eaux. Elle est accompagnée de sa collègue Christelle Brouillette, qui est ingénieure au service du traitement des eaux. Bonsoir. Et si nous avons besoin des questions plus pointues, on a aussi l'ajout d'une personne ressource pour répondre aux questions. Il s'agit de M. Guillaume Couillard, qui est directeur de section opération au service d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Au niveau des invitations, je voulais vous dire comment on a réussi à vous rejoindre pour cette soirée. Alors, on a envoyé un carton d'invitation porte à porte. Alors, peut-être c'est la majorité d'entre vous qui avez été contactés ainsi. On parle de 5500 propriétés qui ont reçu un avis dans leur boîte aux lettres. On a fait aussi des invitations par la poste. Alors, il y a des propriétaires, des fois, qui habitent pas la propriété dont ils sont propriétaires. Alors, on leur a envoyé spécifiquement des cartons d'invitation par la poste. On parle de plus de 1000 personnes ont reçu ainsi un avis d'invitation. On a fait aussi, pour vous rejoindre, on a fait aussi une mention sur le site web. Alors, c'est les façons qu'on a fait cette année pour vous rejoindre. Au niveau du déroulement, c'est très simple. Là, je vois Mme Catherine Vallière-Rolland n'est pas encore arrivée. Lorsqu'elle arrivera, on pourra lui faire son mot de bienvenue. Sinon, on va passer tout de suite à la présentation et ensuite la fameuse période de questions. On devrait terminer vers 21 heures selon les questions. Alors, l'objectif de notre soirée d'information ce soir, c'est de présenter le programme d'élimination du plomb dans l'eau potable, ainsi que les techniques de dépistage, en plus, naturellement, de répondre à vos questions et également à vos préoccupations. Au niveau des fonctionnalités Zoom, alors, peut-être certains d'entre vous sont moins familiers avec ce type d'application. D'abord, si vous prenez votre curseur et vous le bougez, dans le bas de votre écran, vous devriez voir l'outil Q et R. Alors, Q pour question, R pour réponse. Il est présentement désactivé. Il sera activé à la fin de la présentation. Et en cliquant dessus, vous pourrez écrire vos questions qui seront lues par moi ou par Dominique, ma collègue. Si vous êtes moins à l'aise avec ce type de fonctionnement, il n'y a pas de souci.
Dans le bas, vous avez aussi l'outil lever la main. Alors, c'est une petite main que vous voyez apparaître dans le bas de l'écran. Et en cliquant dessus, nous, ça va nous indiquer que vous voulez prendre la parole. Alors, à ce moment-là, on pourra vous donner la parole là, lors de la période de questions. Alors, c'est une façon comme vous voulez, mais je vais vous redire tout à l'heure les indications. Là, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça pour le moment. Je vous informerai des indications tout à l'heure. Pour le moment, de personnes en ligne au téléphone, mais si jamais il y a des personnes qui vont se joindre à nous tout à l'heure, je rajouterai les consignes pour ceux et celles qui se joignent à nous par téléphone. Alors, sans plus tarder, on a fait les consignes. On attendra Mme Catherine Vallière-Rolland, qui est présidente de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge non, excusez-moi, de la cité Limoilou. Elle est aussi conseillère du district de Montcalm et Saint-Sacrement. Alors, dès qu'elle se joint à nous, on s'occupe de lui donner le nom. Alors, nous avons une personne par téléphone. Merci, Dominique. Alors, pour la personne au téléphone, alors, ça sera, je vous le rappellerai tout à l'heure pour les chiffres, mais alors, c'est tout simplement, vous pourrez participer avec le micro. Ça sera étoile 6 pour le micro et étoile 9 pour lever la main. Alors, je vous redirai tout à l'heure les indications, soyez assurés. Alors, sans souci, je vous redis tout ça tout à l'heure, mais pour le moment, je vous laisse avec les trois femmes, Christine Brouillette, Christine Beaulieu et Valérie Gauthier, pour la présentation. On se retrouve pour la période de questions. Merci, Anne. Merci beaucoup pour cette introduction-là. Puis merci beaucoup surtout à nos citoyens qui ont répondu, dans le fond, à notre appel. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir justement vous présenter de cette façon-là, de façon aussi proche, le contenu de nos programmes, puis de pouvoir interagir avec vous pour pouvoir répondre à vos questions. On le sait qu'en matière d'eau potable, tout ce qui concerne la contamination au plomb demeure quand même une question qui est sensible, qui vient toucher les aspects de santé publique, donc les anxiétés qui peuvent être liées à la consommation de l'eau potable, mais également aussi au niveau des répercussions que ça peut engendrer, au niveau des remplacements pour ceux qui auront un branchement qui va s'avérer non conforme. Donc, on est vraiment là pour pouvoir vous donner les informations puis répondre à vos préoccupations. Mais je tiens aussi, avant là, d'introduire la présentation pour mes collègues, à vous souligner que une grosse partie de notre programme est axée aussi à vous rassurer. Donc, l'objectif de la ville, oui, c'est de venir débusquer les branchements de services qui sont en plomb sur le territoire afin de réduire la contamination qu'on a au niveau de l'eau potable, mais c'est également par la bande de vous donner l'assurance, quand ce n'est pas le cas, que votre branchement est conforme et que votre qualité d'eau est adéquate par rapport à votre consommation. Donc, on a vraiment cette double mission-là. Donc, c'est pas seulement de débusquer les branchements qui sont pas conformes, mais c'est de rassurer la population par rapport à la qualité de l'eau qu'elle consomme. Donc, je me suis fait accompagner ce soir par deux proches collègues qui sont intimement liés au niveau du comité de pilotage de ce programme-là. Donc, on vous a présenté Mme Valérie Gauthier et Mme Christelle Brouillette, toutes deux professionnelles. Donc, Valérie Gauthier, qui est principalement responsable du volet dépistage et diagnostic, donc qui est la chimiste qui va faire l'interprétation des résultats d'analyse qui vont sortir lorsqu'on va aller faire des prélèvements dans vos résidences, ainsi que Mme Brouillette qui s'occupe de la partie de la valorisation de la donnée et de la planification du choix des secteurs, puis l'orchestration au niveau du déploiement de la campagne sur le terrain. Donc, c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de soi pour pouvoir justement bien répondre à vos préoccupations. Puis sans plus tarder, bien, je vais laisser la parole à mes consoeurs pour pouvoir justement vous présenter le contenu de ce programme-là en vue après de pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous cède le micro, mesdames. Merci, Christine. Donc, d'un premier, je vous présente là, le plan là, pour ce soir. On va faire la brève introduction. Merci, Christine, de l'avoir fait. Je vais vous présenter les exigences réglementaires, un peu de où on part là, en ce qui a trait au dépistage du plomb dans l'eau potable, l'état de la situation sur le territoire de la Ville de Québec. Par la suite, là, au niveau du dépistage, la façon qu'on dépiste le plomb sur le territoire, les travaux de remplacement aussi qui sont prévus pour cette année, puis la période de questions. Au niveau des exigences réglementaires, il faut
qui est à savoir, c'est que c'est suite à une recommandation de Santé Canada d'abaisser la norme. Donc, Santé Canada a recommandé là, à toutes ces provinces d'abaisser la norme à partir en 2020. Il y avait déjà eu un abaissement de norme en 2001, donc on était déjà à 10 microgrammes par litre. Mais le programme d'élimination du plomb a été exigé par le gouvernement provincial, puisqu'on abaissait la norme à 5, d'instaurer des programmes d'élimination. Donc, chaque municipalité a l'obligation, en fait, de dépister le plomb dans l'eau potable. Donc, on s'est doté de ce programme-là et donc aussi d'en faire une réglementation pour s'assurer que l'eau potable qu'on distribue est exempte de plomb et qu'on a vraiment tout enlevé les branchements potentiellement qui pourraient contaminer cette eau potable-là. Valérie, est-ce que tu me Oui, permets d'ajouter un petit complément certainement. si on revient à la précédente figure? Ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que la façon dont c'était normé le plomb avant, c'était sur un échantillon qui était prélevé après 5 minutes d'écoulement. Donc, on allait chercher vraiment la qualité de l'eau qui circulait à l'intérieur des conduites d'aqueduc. La nouvelle recommandation de Santé Canada est davantage axée sur l'exposition réelle du citoyen ou du consommateur. Donc, vous serez sensible de voir aussi là, que quand on va aller faire le dépistage par prélèvement dans vos résidences, il va y avoir une période de stagnation de 30 minutes qui va être appliquée sur votre eau afin de laisser le temps à l'eau de réagir avec les composantes de votre plomberie pour s'assurer d'essayer de détecter la présence de plomb. Donc, quand on parle qu'il y a un abaissement de 10 microgrammes par litre à 5 microgrammes par litre, mais en fait, il faut venir prendre en considération que le temps de stagnation va venir augmenter la concentration de plomb à la sortie, étant donné qu'on va lui donner davantage de temps pour pouvoir réagir. Donc, c'est pour ça que c'est quand même, les chiffres parlent, mais le fait de savoir dans quel contexte ces échantillons-là vont être pris vient rajouter aussi de la substance, là, de la signification à la campagne de dépistage qu'on va réaliser cette année. Merci. En effet, ça vous donne un peu un aperçu là, du temps alloué à l'échantillonnage lorsqu'un inspecteur va vous contacter ou cogner à votre porte si vous êtes présent. Ça vous donne un peu un aperçu aussi du temps à allouer. Donc, merci aussi pour votre collaboration un peu d'avance. Donc, pour la Ville de Québec, on s'est doté, en fait, oui, comme je vous disais, d'un règlement qui interdit les branchements d'eau potable non conformes sur son territoire. Donc, l'objectif du programme est, oui, de les interdire, mais aussi, de les remplacer nécessairement, puis par la suite, de contrôler la corrosion à l'intérieur de son réseau d'aqueduc. Sur le territoire, présentement, il faut que vous sachiez que l'eau à la sortie des usines ne contient pas de plomb dans des quantités extrêmement négligeables et que le plomb va provenir vraiment plus des accessoires de plomberie, de la robinetterie qu'on peut acheter et nécessairement des branchements qui sont encore sous la terre, bien enfouis. Donc, présentement, on estime à 3 500 le nombre de branchements d'eau potable qu'on pourrait potentiellement trouver sur le territoire. Est-ce que tu me permets de rajouter une petite Oui. statistique intéressante? Mhm. Normalement, quand on a regardé au niveau de la distribution des sources de plomb, 50 à 75 du plomb qu'on pouvait détecter à l'intérieur des échantillons d'eau potable provenait bel et bien justement des branchements de service. Donc, c'est vraiment la partie ou l'accessoire qui est le plus responsable de la contamination et c'est pour ça que le programme d'élimination du plomb dans l'eau potable est vraiment focusé sur le dépistage des branchements de service en plomb. Exact, merci. Pour le territoire, présentement, ce qu'on observe depuis 2020, mais même un petit peu avant qu'on compile certaines données, on voit que la décennie des années 40, là, il y a un peu plus de chances potentielles qu'on découvre des branchements en plomb. Dans ces années-là aussi, mais c'était le temps de la guerre dans les années 40. Il y a eu une certaine industrialisation au niveau de la ville de Québec où on a fait les premières canalisations et on utilisait le plomb, qui était un métal à ce moment-là assez accessible pour pouvoir faire là, dans les premières conduites d'eau potable de distribution là, dans les différentes résidences. Donc, par contre, ça n'empêche pas que dans les autres décennies, on en trouve aussi présentement, mais on tenait quand même
à vous informer là, que c'est présentement dans cette décennie-là, années 40, qu'on en retrouve un plus haut potentiel. Dans les dépistages et travaux de remplacement, je vais laisser la parole à partir de maintenant à ma collègue Christelle. Parfait, merci. Donc, dans le fond, moi, je vais passer par différentes questions qui sont des questions qui nous sont couramment posées là, pour le projet. Donc, on va passer à travers la liste, puis je vais essayer de répondre. Fait qu'il y a peut-être déjà, vous avez peut-être déjà plusieurs questions en tête, en espérant que j'aie répondu d'ici la fin de la présentation. Puis sinon, bien, vous aurez le temps de poser vos questions à la fin. Donc, est-ce que c'est toutes les propriétés de la Ville de Québec qui seront dépistées? Dans le fond, il y a eu vraiment un règlement qui a été mis dans les années 80 qui interdisait de mettre en place des branchements en plomb. Donc, c'est pour ça qu'on vise vraiment toutes les constructions qui sont avant 1980. Par contre, des fois, il y a des constructions qui ont été faites, détruites et reconstruites, donc avec une année de construction qui peut dater de 2000, 2013, peu importe. On va quand même les dépister parce qu'on a vu que c'est arrivé parfois que les branchements n'avaient pas été refaits. Donc, on se concentre sur 1980 et moins, mais si vous êtes dans un secteur qui a été une maison reconstruite, ça se peut qu'on passe quand même chez vous pour faire le dépistage là, si on ne l'a pas dans nos données. Par la suite, dans le fond, comme Valérie l'a bien expliqué, le plomb provient vraiment des matériaux, donc soit des branchements ou de la robinetterie. Puis peut-être pour ceux qui sont moins familiers, une image, des fois, peut rendre la chose un peu plus claire pour vous. Mais si vous voyez, c'est la conduite d'eau potable là, principale qui passe là, souvent dans la rue. Et il y a deux sections. Donc, il y a la partie publique qui se rend jusqu'à votre résidence et jusqu'à la valve d'arrêt d'eau habituellement ou l'emprise de la maison, dépendamment. Et après ça, on a la partie privée. Donc, c'est vraiment ces sections-là qui peuvent être en plomb et c'est ce qu'on essaie de trouver. Puis également, mais il y a dans la maison qui peut avoir des éléments de robinetterie qui pourraient également contaminer votre eau. Mais ce qu'on se concentre, c'est vraiment ces parties-là qu'on veut valider et qu'on veut éliminer, qui reste seulement là, du cuivre à la fin du dépistage. Par la suite, dans le fond, comment on fait maintenant pour dépister ça? On a deux techniques principales qu'on utilise. Donc, il y a l'analyse de laboratoire, donc un prélèvement qui va être fait à votre résidence, et il y a une inspection visuelle qu'on appelle l'hydroexcavation. Donc, le prélèvement d'eau au robinet du citoyen, soit on peut le faire à l'extérieur, donc au robinet de jardin qu'on appelle, ou à l'intérieur qu'on va faire habituellement là, à votre lieu de consommation, donc à la cuisine. Comment ça fonctionne? Dans le fond, si on doit aller à l'intérieur, on va prendre un rendez-vous avec vous par téléphone préalablement. Et si on peut aller à l'extérieur, on va laisser seulement un avis là, quelques jours avant pour vous aviser qu'on va passer dans les prochains jours. Donc, comme Christine avait un peu mentionné tantôt, on va faire une purge au début, donc laisser couler l'eau 5 minutes. Et après ça, on a la période de stagnation, donc vraiment pour que s'il y a des morceaux de plomb, bien, qu'ils puissent se dissoudre dans l'eau. Puis avec les prélèvements, on va être capable de le trouver. Il y a différentes bouteilles qui sont prises. Donc, avec ces bouteilles-là, ça nous permet, puis il y a une technique là en arrière, mais ça nous permet vraiment d'aller chercher le branchement privé et le branchement public. Donc, avec des longueurs, des débits et tout ça, ça nous fait des calculs qui nous disent que, par exemple, à 1 minute, c'est le branchement privé et à 1 minute 30, c'est le branchement public. Ensuite de ça, on apporte les prélèvements au laboratoire de la ville et seront analysés par le laboratoire et par la suite vont être diagnostiqués, puis vous allez recevoir une lettre pour vous mentionner si votre branchement est conforme ou non. Tout ça est gratuit, est aux frais de la Ville de Québec. Et tout ça, quand c'est un prélèvement qui est à l'intérieur, là, vous voyez un petit astérix ici, il est également accompagné d'une inspection intérieure à l'entrée d'eau, donc où vous fermez l'eau habituellement là, qui se trouve au sol. Donc, il va y avoir également une inspection qui va être faite. Deuxième technique, l'hydroexcavation. Donc, un peu aussi dans le même principe, vous allez avoir un avis quelques jours avant, donc qui va vous aviser qu'il va y avoir une excavation pneumatique. Il va y avoir, dans le fond, une excavation, si on n'a pas l'information du côté privé et du côté public. On va valider là, visuellement le matériel. Donc, vous voyez les images ici à droite. Ça fait un trou d'environ 1 pied de diamètre et on creuse jusqu'à la conduite et on peut voir justement c'est quoi le matériau qui s'y trouve. Et si le branchement est en plomb, vous allez recevoir également une lettre. Et également, cette façon-là aussi va s'ajouter une inspection intérieure qui, si vous êtes présent, peut être faite immédiatement
ou si vous n'êtes pas présent, mais vous allez recevoir un appel un peu plus tard, puis on va faire également une inspection à l'intérieur pour s'assurer que vraiment toutes les sections sont conformes de votre branchement. Par la suite, dans le fond, quelle technique on utilise? Dans le fond, la technique, ça reste à la discrétion de la Ville de Québec. Par contre, comment on essaie de faire ça, c'est quand c'est des maisons unifamiliales, duplex, triplex, on essaie le plus possible de les faire par prélèvement. Et c'est quand c'est des plex de 4 logements et plus, on y va souvent par hydroexcavation parce que c'est plus facile comme technique quand il y a plusieurs personnes qui habitent dans un même logement, dans un même édifice, excusez-moi. Donc, le prélèvement, chacune des techniques ont des pour et des contre. Donc, le prélèvement, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'eau pendant 30 minutes. Donc, c'est pour ça quand il y a beaucoup de logements, on essaie d'aller par l'hydroexcavation parce qu'il ne peut utiliser l'eau pendant 30 minutes à plusieurs logements. Bien, c'est difficile quand même de s'assurer que c'est bien fait. Le délai des résultats d'analyse est également un peu plus long que l'hydroexcavation. Je vous l'ai mentionné tantôt, on le voit immédiatement, tandis que les analyses, ça peut aller jusqu'à 60 jours ouvrables avant de recevoir votre lettre chez vous. Le résultat, par contre, excusez-moi, le résultat est très précis. On peut voir des fois, il y a juste des bouts de plomb, un pied de plomb, puis on est capable d'aller chercher l'information. Et c'est plus économique également que l'hydroexcavation. L'hydroexcavation, les désavantages, c'est que ça brise l'aménagement. Ça fait un trou, comme je disais, d'environ 1 pied de diamètre. C'est plus coûteux qu'un prélèvement. Les points positifs, c'est que le résultat là, est très rapide. Et également, on peut utiliser l'eau pendant toute la durée de l'excavation versus le prélèvement. Par la suite, dans le fond, est-ce que la Ville effectue du dépistage toute l'année? Malheureusement, non. Et c'est pour ça que, malgré que le projet, ça fait quelques années qu'il existe, on a une période quand même assez restreinte pour nos prélèvements. Donc, les prélèvements, selon le règlement sur la qualité de l'eau, peut se faire de juillet à septembre. Par contre, on est capable d'extensionner un peu notre période de prélèvement parce que dès que la température de l'eau atteint un 12-13 degrés, on peut se permettre de faire des prélèvements. Fait que normalement, fin mai, début juin, on commence nos prélèvements et ça peut s'étendre jusqu'à la fin octobre. Ce qui concerne l'hydroexcavation, c'est vraiment du début avril environ jusqu'à novembre. Dès qu'il n'y a plus de neige dans le fond sur les terrains, on peut faire des hydroexcavations sans problème. Maintenant, pour ce qui est de la planification de 2024, dans le fond, on a une cible de 4000 propriétés à dépister cette année qui sont réparties là, dans les secteurs qui sont mentionnés ici. Donc, si vous additionnez les chiffres, vous allez voir, il y a un petit peu plus de propriétés que notre cible qu'on vise. C'est que dans le fond, il y a déjà des informations qu'on a dans nos dossiers. Donc, ça se peut que s'il y a eu des projets qui ont été faits dans les dernières années, s'il y a eu des demandes de permis, il y a certaines de ces informations-là qu'on a en main, donc qui ne nécessitent pas nécessairement de dépister toutes ces propriétés-là. C'est pour ça que les chiffres sont un petit peu différents. Par contre, pour votre information, donc, dans Charlebourg, on a environ 1000 propriétés qui sera dépisté. Cité Limoilou, on vise un 3800 propriétés. Et Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge, il y a un 200 propriétés environ. Donc, dans la cité Limoilou, c'est 3800 propriétés qui sont réparties dans 130 rues différentes. Fait que vous voyez là un peu, je sais que c'est quand même assez haut niveau, on ne va pas dans le détail, mais juste pour vous donner une idée des informations. Puis si des fois vous voulez savoir si votre propriété sera dépistée, bien, il y a plus détaillé sur le site là, de la séance d'information publique la liste de toutes les adresses. Par la suite, à Sainte-Foy, Cédric Cap-Rouge, dans le fond, il y a un 200 propriétés qui est dépistée, qui est environ 35 rues au total. Valérie, je te laisse la parole là. Merci. Alors, dans une autre des questions, peut-être, si on découvre qu'il y a un branchement qui alimente votre résidence qui serait en plomb, on va vous remettre un pichet filtrant qui est certifié comme de quoi ça enlève le plomb. Donc, ça vous permet de vous protéger le temps qu'on fasse les travaux de remplacement nécessaires ou que, selon si c'est public ou privé, ou que vous-même vous fassiez vos remplacements. Donc, le règlement donne 4 ans pour faire le remplacement. La Ville se dote du même temps, on va dire, sauf que,
on y va habituellement à l'année qui suit le dépistage. Donc, en général, c'est en 1 an quand on le découvre à un été, bien, on va à l'été suivant. Mais bon, le 4 ans peut être là. S'il arrive des petits pépins ou quelque chose, ça pourrait être retardé, mais normalement, on essaie d'être bons parents pour ça, c'est sûr. Au niveau du branchement privé, ben, le propriétaire va recevoir des indications disant qu'il y a 4 ans pour effectuer le remplacement. Et c'est important de faire la demande de permis avant de faire les remplacements pour être éligible à une subvention de 2 500 qui couvre environ 50 en moyenne là, du coût de l'excavation et du remplacement à faire. Puis, advenant le cas qu'il y aurait un arbre qui pourrait être là, au-dessus du branchement qui serait à remplacer, c'est l'équipe de la foresterie urbaine qui vont venir faire l'évaluation, à savoir si l'arbre doit être abattu ou pas, qui évaluera aussi les impacts et ils vont faire l'analyse là, des possibilités de la conservation, etc. C'est sûr que des fois, le branchement peut être un petit peu à côté de l'arbre, mais c'est ça. Vu que le trou doit être quand même assez grand, malheureusement, ça peut faire des dommages irréversibles au niveau des racines qui fait que l'arbre pourrait mourir de toute façon. Mais par la suite, par contre, si on doit l'abattre, la ville va le remplacer, il va faire le suivi si nécessaire suite à la nouvelle plantation qui a eu lieu. Valérie, est-ce que tu me Oui, permettrais de rajouter une petite information? oui. On le sait que la question justement des arbres est quand même sensible parce qu'on travaille au niveau de la ville vraiment à avoir un espace vert avec beaucoup de feuillus ou on sait aussi toute la problématique qu'on a avec la grille du frêne, donc qui nous amène aussi à avoir à sacrifier certains arbres qui sont malades. Dites-vous une chose, c'est que à partir du moment où on irait sur le terrain faire une hydroexcavation, puis qu'on aurait le visuel, qu'on aurait un branchement en plomb, il va avoir nécessairement un travail de validation de l'information pour éviter ou le plus possible d'avoir à sacrifier un arbre sans là, avoir les motifs là, nous permettant là, de vraiment s'assurer de la raison d'être de cet abattage-là. En Mmh. plus d'avoir le soutien justement de l'équipe de la foresterie qui va évaluer le côté si l'arbre peut survivre ou non à l'intervention. Donc, on tient à vous dire qu'on est sensible à cette question-là, puis qu'on va déployer tous les efforts qu'il faut pour éviter d'avoir à sacrifier un arbre, quel qu'il soit là, sur notre territoire. Absolument. Donc, on vous donne une information que si on découvrait justement un branchement en plomb qui devrait être enlevé, on vous donne l'information que c'est important, suite à la remise en service dans votre nouvelle canalisation, de votre nouveau branchement qui va être remplacé, de faire couler l'eau un bon 20 minutes au robinet le plus près de l'entrée d'eau sans l'aérateur pour que s'il y a des petites particules de plomb ou des morceaux qui se sont délogés lors du remplacement, c'est vraiment important là, de pouvoir qu'ils puissent sortir, puis pour pas qu'ils vous contaminent insidieusement ou qu'ils resteraient pris dans les petits aérateurs de vos robinets principaux où vous consommez votre eau. C'est ce qu'on a observé là, avec les années d'expérience que maintenant on a, les différents prélèvements qu'on a effectués. Le plomb est quand même un matériau qui est friable, qui est mou. Donc, malheureusement, ben, on veut le moins possible là, que vous vous trouviez là, avec ces petites particules-là de prise dans les aérateurs qui parfois sont difficiles à enlever. Les nouveaux robinets, des fois, ne le permettent pas toujours. Donc, ça fait une contamination insidieuse de plomb et qui persiste dans le temps. Puis, si ce n'est pas possible de les nettoyer ou de les remplacer, qui peut être un petit peu peut briser tout l'effort préalablement mis pour enlever les fameux branchements. Donc, on aime mieux vous en avertir un peu d'avance que cette purge-là, suite à la remise en service de l'eau, est vraiment importante à faire. Au niveau de ce qui est prévu cette année sur le territoire pour les remplacements villes, qu'on a des bouts de plomb qu'on a trouvés l'année passée en général, c'est surtout dans l'arrondissement Cité-le-Moilou qu'on va faire les différents remplacements, répartis dans 50 rues. Donc, on en aurait là, présentement, on en a 80 de prévus là,
à remplacer déjà côté ville. Maintenant aussi, quand ils vont raccorder sur l'autre côté de l'emprise, sur la partie privée du citoyen, on demande là, à l'entretien, à ceux qui font le remplacement à la ville, à l'entretien réseau aqueduc égout, de nous dire sur quoi ils se branchent. Donc, ça vous donne aussi ça peut donner l'information au citoyen de quel matériau, si le plomb continuait vers le citoyen ou si c'était du cuivre qui a été vu. Donc, maintenant, là, on a cette attention-là aussi de, pas qu'à faire un trou, mais regarder sur le branchement de quel matériau il est composé pour la suite jusqu'à la résidence. C'est une petite chose de plus qu'on fait maintenant. Puis d'ici là, pour les bonnes pratiques, vous pouvez, si vous êtes curieux, on a une petite auto-inspection de votre branchement d'eau potable. Si ça a suscité certains questionnements, cette présentation-là, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez à votre écran. Ça va, en faisant, c'est un petit, petit sondage qui va permettre de faire un pas à pas pour vérifier le matériau à votre entrée d'eau, à la valve d'entrée d'eau, si vous voulez le faire. Vous n'avez qu'à suivre les indications. Puis, selon le résultat, vous allez pouvoir, on va en être informé, puis ça nous permettra de venir à votre résidence si nécessaire. Donc, vous pouvez le faire par vous-même. Ensuite, on vous conseille, après une longue période de non-utilisation, c'est toujours bien de faire couler votre eau froide jusqu'à ce qu'elle soit fraîche pour avoir l'eau qui coule vraiment dans la rue, qui, elle, est toujours en circulation. Cette eau-là est vraiment plus fraîche. Donc, ça vous assure que votre eau que vous allez boire est vraiment de l'eau fraîchement traitée et non de l'eau qui a été à l'arrêt dans vos tuyaux et que potentiellement le métal peut contaminer l'eau et donc faire que l'eau que vous buvez est de moins bonne qualité. Si vous la faites couler un certain temps, vous pouvez toujours en profiter pour vous réserver un pichet d'eau au réfrigérateur. Ça a même quand même pour effet de permettre l'évaporation du chlore qui parfois, la plupart des gens trouvent désagréable. Au moins, le pichet d'eau au réfrigérateur permet d'enlever ce petit goût de chlore-là. Ça, c'est un autre petit truc qui peut être intéressant. Les pichets filtrants, si vous êtes intéressé de vous en munir, il y en a qui sont vendus. C'est important que vous regardiez sur les filtres qui sont certifiés, qui enlèvent le plomb. C'est vraiment habituellement inscrit sur les filtres. Ils sont vendus dans les grandes surfaces, mais on donne quand même, on tient à mentionner que ce n'est pas la béquille ultime, puisque les filtres, ça demande quand même de les remplacer régulièrement. Et ça peut faire l'effet contraire. On pense qu'on boit une bonne eau, mais qu'au final, le filtre, il n'est pas enlevé selon les recommandations du fabricant, il n'est pas remplacé au bon moment. Il peut se faire ça peut causer d'autres problèmes. Donc, c'est momentané. Le pichet filtrant momentané, le temps de faire vos remplacements peut être un bon allié, mais ce n'est pas non plus la béquille ultime. Et nécessairement, on vous encourage à cuisiner toujours avec de l'eau froide, puisque c'est elle qui est sans contaminant, qui est pour cuisiner, etc. C'est vraiment l'eau froide qu'on recommande d'utiliser en tout temps pour cuisiner. Donc, rapidement, je voulais vous montrer un peu là, les différents outils de travail. Parce que vous allez voir tout à l'heure, Christelle vous a montré une petite photo. Si on vient faire des prélèvements chez vous, on utilise des contenants jetables de plastique qu'on utilise seulement une fois pour faire l'échantillonnage. Les pichets filtrants Brita qui peuvent vous être remis si on découvre le plomb le temps de faire votre remplacement et aussi ville, le temps de faire le remplacement ville. Puis, je vous montre aussi, pour vous aider, si jamais vous êtes intéressé à faire votre auto-inspection, à quoi peut ressembler un branchement en plomb à l'intérieur d'une maison. Vous voyez qu'à la base, il y a comme le plomb, c'est beaucoup plus mou que du cuivre. Fait que vous voyez qu'il y a c'est comme un petit peu plié. Puis aussi, il y a une grosse bague parce que la bague pour joindre le plomb au cuivre, c'est ce qui est utilisé pour joindre les deux matériaux différents ensemble. Fait que ça aussi, cette grosse bague-là indique que la partie du bas est en plomb et c'est celle qui s'en va par la suite
à l'extérieur qui dit que probablement le branchement est en plomb sur une bonne partie. Là, on pouvait le voir, on pouvait le constater à l'intérieur. Tout à l'heure, elle vous a parlé de l'inspection visuelle, Christelle. Ben, c'est ces parties-là qu'on va aller observer. Donc, on va vous demander, lorsqu'on prend le rendez-vous, de la rendre accessible. On va vous demander si elle est accessible, justement, si l'inspecteur peut y aller sans problème la voir. Advenant le cas que votre valve soit cachée, ben, à ce moment-là, on va vers l'échantillonnage. On va faire un prélèvement à ce moment-là pour compléter le dépistage. Donc, voilà, ça met fin à la présentation. Bien, on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation. Alors, pour la période de questions, je vous propose, d'abord, je voulais informer les gens qui se sont joints à nous, puis la présentation était déjà commencée. Alors, tout à l'heure, ma collègue Dominique va mettre dans l'outil de discussion là, le lien vers la page web Participation citoyenne, où vous pourrez retrouver demain l'enregistrement complet de cette séance sur une vidéo YouTube et également la présentation elle-même là, de ce que vient de faire nos trois professionnels. Alors, ça pourra être en ligne dès demain matin ou demain fin après-midi, là, ça sera en ligne. Si vous êtes trop pressé, trop curieux, bien, il y a déjà en ligne la présentation qui a eu lieu à Charlebourg. C'est la même présentation. Alors, vous pouvez déjà la visionner dès ce soir là, si ça vous convient. Pour la période de questions et commentaires, alors, je vous rappelle les fonctionnalités Zoom. Vous pouvez poser maintenant vos questions dans l'outil Q&R. Alors, l'outil questions-réponses et écrire directement dedans. Il devrait être maintenant accessible. C'est le principal outil pour poser une question. J'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui ont levé la main. Alors, si vous regardez dans le bas de votre écran ou de votre téléphone cellulaire, dépendamment, vous allez voir des petits icônes apparaître et il y a vraiment l'outil lever la main, appuyer dessus et on pourra vous accorder le droit de parole dans la priorité là, des citoyens. Et pour monsieur ou madame qui vous êtes au téléphone, alors j'en ai quelques-uns. Alors, si vous voulez poser aussi une question, c'est possible de le faire. Alors, vous devez d'abord faire étoile 9. Ça va permettre on va pouvoir vous voir. Alors, on verra que vous avez levé la main. Et pour activer votre micro, ça sera étoile 6. Alors voilà, alors nous avons déjà des questions là, en ligne et j'avais également des questions dans l'outil Q&R. Alors, juste pour vérifier, le code QR ne semble pas fonctionner. Est-ce que Valérie, on peut l'avoir à un autre endroit que sur la présentation, le code QR? Je ne me rappelle pas si on l'avait mis sur le site Internet. Oui, effectivement, sur le site Internet qui est disponible, vous avez comme le lien là, qui remplace le code QR, le lien pour le sondage, oui. Et quand on va aller chez vous, quand on va aller remettre l'avis pour dire qu'on s'en vient, il sera également disponible, mais je sais que ça peut tarder dans l'été. Mais oui, sur le site web, on l'a je ne me souviens plus exactement, mais je pense inspection, faire votre inspection vous-même, puis il y a un petit vidéo, puis il y a le lien aussi du formulaire. Excellent. Merci. Alors, merci pour la précision. On poursuit avec M. O'Malley. Bonsoir et merci. Pour les duplex et triplex, quel type de sondage allez-vous favoriser? Donc, excusez, excusez Christelle. Au niveau des duplex et triplex, ce qu'on on essaie de prioriser, c'est vraiment les échantillonnages. Quand on est en mode duplex, triplex, le nombre de logements est relativement petit pour nous permettre de pouvoir contrôler la demande en eau. Donc là, encore là, on peut se permettre d'y aller en échantillonnage, mais si on voit qu'on a trop de problématiques, mais là, à ce moment-là, on va y aller en hydro-excavation. Je ne sais pas si Christelle, si tu t'apprêtais à donner exactement la même réponse. C'est une bonne réponse. J'aurais dit la même chose. Parfait. Merci beaucoup. J'avais aussi une question là, de M. Filion sur les concentrations de plomb. Alors, les concentrations de plomb mesurées à date dans le réseau d'eau potable du quartier Montcalm peuvent-elles engendrer des problèmes ou des risques à la santé
d'une façon sérieuse à court, moyen ou même long terme? Si oui, lesquels particulièrement? Et M. Filion demande qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour le prévenir. Alors, je pense que Valérie, tantôt, tu en as quand même mentionné quelques moyens. Et en sous-question, est-ce qu'il y a des secteurs ou des rues qui semblent plus problématiques pour ce type de problème-là? J'aurais tendance à répondre en premier lieu que quand on regarde au niveau de l'eau potable dans sa généralité, un peu comme ce qu'on présentait lors de la présentation, les quantités sont infimes. Donc, ce qui sort de l'usine, qui transige par le réseau d'aqueduc, les concentrations sont inférieures à 0,1 microgrammes par litre. Donc, on est au moins 50 fois inférieur à la norme qui est donnée là, par le règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, au niveau des répercussions moyen, court, long terme, a priori, l'eau potable produite par la Ville de Québec ne représente pas du tout un enjeu en matière de plomb. Ce qui devient problématique, c'est quand cette eau-là reste stagnante ou qu'elle est en contact avec les branchements de services qui peuvent être en plomb. Donc, les secteurs qu'on considère comme étant les plus à risque, parce qu'on est toujours en mode dépistage et on n'a pas une très, très bonne connaissance de où sont vraiment précisément localisés les branchements de services en plomb. C'est les quartiers qui ont été construits, qui ont été développés dans la décennie des années 1940-1950. Je dirais là, vraiment la période de la Deuxième Guerre mondiale, où ce que là, c'est vraiment le plomb qui a été beaucoup plus utilisé en tant que matériel de conception là, pour les branchements de services. Mais encore là, c'est pas parfait comme appréciation parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est aussi une question de choix de la part de l'entrepreneur quand les travaux de développement de ces quartiers-là ont été faits. Donc, il y avait des entrepreneurs qui prenaient du cuivre, comme il y en a d'autres qui privilégiaient l'utilisation du plomb. Donc, on n'a pas encore toute la connaissance là, pour nous permettre de cibler précisément où sont plus localisés les branchements en plomb. Parfait. Merci beaucoup pour votre question et merci pour la réponse. Alors, une dernière question avant de passer la parole à ma collègue Dominique. Alors, monsieur ou madame Côté qui demande à quoi correspond une longue période de non-utilisation nécessitant de laisser couler l'eau au préalable. Ben, Je peux répondre? vas-y, Valérie, vas-y, sans problème. Non-utilisation, là, on considère que ça va être plusieurs heures. C'est plus quand vous vous levez le matin, par exemple. Sachez que ça peut être suffisant si simplement vous avez dans votre routine d'aller à la salle de bain le matin, puis tirer la chasse d'eau de la toilette. Ça correspond, somme toute, environ à 6 litres, qui est le nombre de litrages en moyenne contenu dans les résidences. Donc, ça fait office un peu là, de purge de votre plomberie le matin. Donc, ça l'appelle de l'eau fraîche vers votre résidence simplement en tirant la chasse d'eau le matin, si c'est le cas, ou aussi si vous prenez une douche. Si c'est dans les premières choses que vous faites, ça quand même, ça aide là, à amener de l'eau fraîche. Sinon, si c'est pas ça, ben, il faut faire couler là, une bonne minute en général pour purger un litre d'eau là, dans une résidence. Donc, c'est un peu comme ça là, que j'aurais tendance à dire, mais quelques heures, en fait, de non-utilisation. 1 heure à 2 heures là, en moyenne. Merci beaucoup. Alors, Dominique? Oui, parfait. Merci beaucoup, Anne. Moi, j'ai plusieurs questions relativement aux échéanciers, donc au calendrier. J'avais M. Larose là, qui se demandait si on devait appeler le 311 pour prendre rendez-vous pour un dépistage. Moi, j'ai référé les gens à la liste là, qui est présente sur la page du projet. Oui, 3-1, très, très bonne idée d'appeler au 3-1 en disant que vous voulez prendre un rendez-vous pour le dépistage de branchement en plomb. Puis, si vous avez des questions reliées au branchement en plomb, les agents aussi sont en mesure de répondre puis de vous fournir aussi certaines autres informations comme ce qui a trait à la santé. Il y a des Hypariens qu'on peut vous fournir. Fait que donc, le 3-1, oui, est un bel endroit à passer. Parfait. Dans le fond, on avait aussi là, à Sainte-Foy ou sur certaines rues, à quel moment on débute les inspections? Est-ce que
Est-ce qu'il y a un ordre déjà là, sur la liste des rues qu'on va visiter en 2024? Est-ce qu'il y a un ordre de préétabli? Est-ce qu'on sait à quel moment dans l'été c'est prévu selon les secteurs? Ou... Malheureusement, comme on ne planifie pas énormément, on sait les secteurs qu'on va cet été, c'est sûr que vous allez passer cet été. On connaît nos premières semaines, mais c'est sûr que là, nos employés qui sont à temps partiel, à temps temporaire, excusez-moi, commencent à arriver tranquillement. Fait que dans les prochaines semaines, on va commencer, mais comme on n'a pas encore toutes nos personnes, c'est dur pour nous de planifier à long terme. Mais on va passer à travers toutes là, les résidences qu'on a mises sur notre liste jusqu'au mois d'octobre. Mais à 2-3 semaines d'avis, on peut savoir où qu'on va, mais beaucoup plus tôt que ça, c'est difficile pour nous, sinon ça change toujours. Là. Parfait, merci beaucoup. Puis si l'adresse, Madame Boivin demande si l'adresse de notre résidence est dans la liste, est-ce qu'on est assuré que le dépistage va se faire cette année? Donc, vous avez répondu à la question, c'est oui. Et j'aurais une autre question, pardon, un Non, complément en d'information. fait, complément d'information, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on va passer. On va probablement laisser des accroche-portes pour justement informer les gens du moment plus précis qu'on va se trouver à passer dans leur rue. C'est possible que les citoyens, malheureusement, pour des raisons de vacances ou autres, soient pas au courant de notre passage. Euh, Considérant qu'ils sont déjà inscrits, ces rues-là, sur les secteurs qui sont à dépister, mais à ce moment-là, c'est de ne pas hésiter justement à faire appel au 3-1 pour prendre rendez-vous avec nous à ce moment-là. Super, merci beaucoup pour les précisions. Puis, je pose une dernière question, Anne, avant de te relancer, de te céder la parole. Une question de Madame Annie Burel, pardon. Pour ceux dans Montcalm qui doivent faire refaire des fondations en 2024, est-ce que c'est possible que les prélèvements soient faits avant le début des travaux, ouais, le début des travaux, pardon? Donc, toujours d'appeler au 3-1 pour prendre rendez-vous. Très bon C'est réflexe, en effet. super. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec les questions écrites. J'ai vu tantôt 2 personnes qui avaient levé la main. Alors, si ça vous convenait mieux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez relever la main, on va vous accorder droit de parole. Alors, on poursuit avec M. Hansinger. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. Advenant une détection de plomb, est-ce qu'il y a une coordination entre le remplacement du branchement public et du branchement privé ou il faut prévoir 2 interventions? Si vous nous permettez, je pense qu'on va transmettre la question à notre spécialiste au niveau justement des travaux, M. Guillaume Couillard, qui va pouvoir donner un éclaircissement beaucoup plus pointu là, sur la question. C'est sûr que il y a plusieurs cas possibles, là. Il y a des cas que le plomb est présent dans la partie publique, il y a des cas que le plomb est présent seulement dans la partie privée, puis il y a des cas où le plomb est présent dans les deux cas. C'est le cas de M. Hunzinger, là. On aimerait coordonner nos travaux en simultané, mais considérant qu'on en fait 70 dans l'année, puis que chacun des citoyens qui ont ces cas-là ont des entreprises différentes, ça devient un peu complexe de coordonner les deux entreprises en même temps. Il y a aussi des problèmes, des enjeux de maîtrise d'œuvre entre les deux entreprises, parce que les travaux qui sont réalisés en régie par les travaux publics sont faits par les employés manuels, ne sont pas faits par une entreprise privée. Donc, on met rarement en simultané l'entreprise privée et l'entreprise publique là, dans le même chantier. Ça cause des problèmes CNSST. Mais par contre, on va s'assurer de passer avant l'entreprise pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double travaux. C'est-à-dire qu'on va refaire un trottoir pour le redéfaire quelques semaines après. Fait que c'est clair que quand on a des cas avec des plombs de chaque côté. Il y a une coordination qui est faite avec le citoyen et son entreprise là, qui va réparer sa partie pour éviter justement la double facturation ou la double travaux. Là. Mais c'est clair qu'il y a des petites choses à arrimer ensemble. Ça, c'est là, c'est les contremaîtres et les techniciens qui gèrent les interventions qui vont faire cette coordination-là. Merci, M. Couillard. Restez proche parce que j'ai 2 autres questions que je crois qui sont adressées à vous. J'ai M. Boisvert qui demande si les travaux de modification exécutés sont le fait de quelle entreprise et quelle garantie doit-on leur demander? Ben, j'interprète la question comme des travaux privés sur une résidence privée, là. Généralement, les travaux intérieurs doivent être réalisés par des plombiers accrédités là, par l'ordre professionnel des plombiers. Là, j'oublie le terme exact, là. Puis à l'extérieur, c'est souvent des compagnies d'excavation qui ont des cartes de compétences en canalisation souterraine.
la plupart de ces compagnies-là ont également des plombiers là, à leur actif, là. Donc, puis les garanties, ben, c'est des garanties légales normales de la construction, là. Vous pouvez vous référer là, à CA Habitation, là. Ils pourraient vous donner plus de consignes là-dessus. Mais nous, travaux publics, on gère vraiment la partie publique, là. On gère peu ou pas les travaux privés du côté citoyen, généralement. Donc, les garanties applicables, on est moins familier par rapport à tout ça. Merci, c'est sûrement une question qui va revenir là, dans le flot de Oui. questions qu'on a. J'ai M. Paul Méquet qui demande, restez proche, M. Couillard, je pense que c'est pour vous, les Oui. infrastructures souterraines de ma rue ont été refaites en 2010. Mhm. Avez-vous les renseignements sur le branchement de la ville et sur le branchement sur la section privée? La plupart du temps, dans les années 2010 et plus récentes, on a l'information. Puis ça fait partie de l'analyse qui est faite par l'équipe à Christine ainsi que nos techniciens aux travaux publics qui travaillent conjointement dans le comité directeur pour justement, lorsqu'on cible des rues, aller chercher l'information qui existe sur les plans existants qu'on possède avec les plans tels que construits pour valider l'information de la partie publique puis idéalement le point de raccordement à la partie privée. On possède souvent l'information dans la partie publique, moins souvent dans la partie privée. Si vous me permettez, je vais donner un complément aussi d'information là, pour un peu situer l'exercice. Et en effet, comme ce que M. Couillard disait, il y a une partie du dépistage, dans le fond, qui se fait en amont de notre sortie sur le terrain, qui se fait pendant la période estivale. Donc, pendant la période hivernale, puisqu'on n'est pas en mesure d'aller tester la qualité de l'eau parce que l'eau est trop froide, ben, c'est tout là où ce qu'on fait l'analyse des informations qui sont disponibles dans les secteurs qu'on a projeté aller dans l'année pour pouvoir justement s'assurer de venir identifier les secteurs qui sont les plus problématiques, puis nous permettre à ce moment-là d'éviter d'avoir à faire des démarches qui sont superflues, comme des vérifications ou des hydroexcavations, si on a déjà l'information comme de quoi que le branchement est conforme. Je me Merci. permets, Anne, Oui, parce que j'ai lu des questions qui allaient en ce sens, oui. notamment de Mme Jonf, de Mme Plourde également, donc qui ne savaient pas si cette information-là était connue de la Ville là, concernant leur branchement là, au niveau privé. S'ils veulent savoir si on a l'information, est-ce qu'on passe toujours par le 311 pour connaître Oui, l'état? c'est le meilleur moyen, puis c'est très ponctuel, c'est-à-dire c'est du cas par cas, par résidence, par plan de travaux qu'il y a eu par l'ingénierie. Fait que des fois, on sait qu'il y a eu des travaux, mais les plans ne spécifient pas spécifiquement sur le cas du branchement. Donc, on peut pas donner une réponse générale, c'est vraiment par adresse ou par rue là, qu'on fait l'interprétation. Parfait. Donc, on invite les citoyens et citoyennes à contacter le 311 là, si vous avez des questions sur votre propriété. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Alors, on poursuit avec deux questions avant de poursuivre avec Dominique. J'ai Monsieur Mathis Gagnon. Est-il possible que le branchement soit en cuivre, mais que les tuyaux d'alimentation en eau dans la résidence soient en plomb? Sa maison a date de 1920. Malheureusement, c'est un cas de figure qui est possible. On a des situations où ce que le branchement de service va être totalement conforme, puis des fois, ça va être carrément la plomberie à l'intérieur de la résidence ou de l'établissement qui va montrer des risques de contamination du plomb. Ce qu'on tient à dire, c'est que lorsqu'on fait les campagnes de dépistage par prélèvement, bien, cette méthode de dépistage-là nous permet en même temps de jeter un coup d'œil à la plomberie domestique de l'établissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement municipal impose pas à un propriétaire de faire le changement de sa plomberie domestique. Il impose seulement le remplacement des branchements qui sont non conformes. Mais on trouve que c'est quand même diligent de notre part, si on voit qu'il y a une contamination qui est liée à votre plomberie domestique, de vous transmettre l'information pour que vous puissiez vous munir des mesures pour pouvoir diminuer votre exposition au plomb. Merci. Une autre question de Madame Jade Lécuyer-Miette. Comment se fait la vérification quant à savoir s'il s'agit d'un branchement public ou celui du privé qui est en plomb? Donc, on reviendra peut-être un peu sur la présentation tantôt. Et comment se font les travaux si ce sont les deux qui doivent être remplacés? Pouvons-nous présumer que si l'un est en plomb, l'autre l'est également?
Moi, je l'inviterais, ma collègue, Mme Gauthier, à vraiment bien vulgariser là, le Oui. processus là, par rapport à la stratégie de dépistage, là. Euh, euh, non, si on en trouve côté ville, c'est pas nécessairement qu'on va en trouver côté privé. On a vu différents cas. Ça peut même des fois être, on dit marbré, là, plomb, cuivre, plomb, tout est possible là, sous la terre de ce qui se passe, malheureusement. La technique l'inspection visuelle, quand on va à l'entrée d'eau, nous permet de peut-être donner une indication que s'il y a un potentiel de plomb dehors, qu'à l'intérieur, il continue. Des fois, il y en a dehors, à l'intérieur, c'est en cuivre. Donc, l'échantillonnage, c'est vraiment ce qui va permettre d'être très précis, un peu plus précis sur où est-ce que le plomb peut se situer dans tout ça, dans toute cette grande ligne-là de distribution. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure dans la présentation, on l'a dit rapidement, c'est vrai, ça va dépendre. On utilise le débit de l'eau, la longueur et le diamètre des conduites là, qui sont pas des conduites, tout le système de distribution. Fait que c'est vraiment des mesures mathématiques qu'on va utiliser pour être plus possible de savoir quand on va échantillonner la petite bouteille, ça représente une certaine partie de la plomberie domestique, une autre partie du branchement qui est privé, puis une partie du branchement public. Fait que chaque bouteille représente une situation dans le long chemin de l'eau qui qui est amené à votre résidence, en fait. Que je ne sais pas si c'est plus vulgarisé, c'est complet de cette façon. Merci. Puis je vous oublie pas, là, Madame Boivin, là, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Là, j'ai vu votre main levée. Alors, Dominique, je te laisserai lire les prochaines questions. Oui, donc j'ai Madame Josée Nadeau qui se questionne sur les risques pour la santé de consommer du plomb dans notre eau potable. Donc, au niveau des risques, là, c'est sûr que nous, en tant que professionnels, on est des spécialistes en matière de traitement et de vérification de la potabilité de l'eau en termes de propriétés chimiques et microbiologiques. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes du milieu de la santé, mais en regard de l'information qui a été transmise par Santé Canada, les risques au niveau des concentrations qu'on observe en plomb quand on a un branchement de service en plomb sont vraiment plus associés à des risques de sous-développement ou de déficience intellectuelle pour les jeunes enfants qui sont dans leur période de croissance. Donc, on parle d'enjeux au niveau justement de développement cognitif, on a aussi émis certaines hypothèses par rapport aussi à certains troubles tels que les troubles associés au TDAH, donc les déficits d'attention, les cas d'hyperactivité et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour venir protéger notre jeune génération, donc les adultes de demain, qu'on fait beaucoup d'efforts pour essayer de contrôler l'apport que les branchements de service en plomb peuvent avoir là, au niveau de la libération du plomb dans l'eau potable. Donc, c'est principalement ça. C'est sûr que quand on a vraiment une contamination très, très, très importante, bien là, il y a d'autres enjeux qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent avoir des problèmes au niveau neurologique, encore une fois, au niveau plus métabolique. Mais ce que j'invite surtout les gens, c'est sur le site Internet de la ville, la page qui est dédiée au plomb, on a placé les hyperliens pour aller consulter la documentation qui est produite par Santé Canada en matière justement là, de données épidémiologiques et de données toxicologiques. Fait qu'on vous invite à aller consulter cette information-là de première main pour vraiment avoir une bonne connaissance là, des risques qui sont associés à la santé via l'exposition au plomb. Parfait, merci beaucoup pour les précisions. J'ai également des questions là, en lien avec les mesures de protection, de prévention, là, notamment M. Jean-Guy Boisvert et M. Hugues Soares. Donc, qui demandent, bon, le pichet filtre est-il fourni à chaque logement d'un triplex? Et également, en attendant que les inspecteurs viennent, qu'est-ce qu'on doit faire autrement que le pichet filtre pour se protéger? Moi, je peux peut-être Oui, répondre vas-y, rapidement. Valérie. Très, très simplement, j'utilise le terme vaut mieux ne pas boire de l'eau de tuyau. Je considère que
que l'eau qui stagne dans les tuyaux toute une nuit ou plusieurs heures n'est plus potable. Donc, la bonne eau potable, c'est celle qui est traitée, qui passe dans la rue, dans le gros tuyau qui est vraiment l'eau fraîchement traitée, qui va être potable, qu'on s'affaire à traiter d'heure en heure dans les grosses usines de traitement d'eau qu'on a à la ville. On en a déjà 6, là, si je ne me trompe pas. On en a 4. Excusez-moi, c'est ça, 4, je me mélange aux 4 coins de la ville, là, même plus précisément. Donc, fait que ça, c'est vraiment la meilleure façon de se protéger. Puis, bon, on avait dit cuisiner avec de l'eau froide. Donc, de l'eau, on la fait couler un petit peu. Puis, euh, j'avais autre chose à dire pour l'autre protection. Le citoyen a dit. Mais pour la remise dans un triplex, là, dans le fond, c'est s'il y a du plomb, si on découvre du plomb de la partie privée ou publique, effectivement, s'il y a 3 locataires, il va y avoir 3 pichets qui sont Oui. remis. Mais tant Oui. qu'il n'y a pas de plomb, on ne remet pas de pichet. Mais sinon, 10 locataires, 10 pichets, c'est vraiment par résidence qu'il y a dans les bâtiments. Exactement. C'est le pichet, oui, c'est ça. La distribution du pichet, si on découvre du plomb, si on sait par une de nos informations qu'il y a du plomb, on est très proactif le plus possible. Le pichet va être distribué. Pour l'instant, pas de nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que si on a différentes mesures de dépistage ou des données corporatives qui nous montrent que c'est fortement possible que c'est en cuivre, on ne dérangera pas non plus les gens pour rien. Mais c'est dans notre dépistage, si on trouve du plomb, oui, vous allez avoir le pichet, ou même si au niveau corporatif, il y a un potentiel de plomb, vous allez être dépisté en premier aussi. On va aller vers ces résidences-là en priorité. Parfait, merci beaucoup. Je poursuis avec des questions relativement à l'abattage des arbres. Donc, Madame Christiane Routier demandait si des arbres doivent être abattus, est-ce que la ville va remplacer avec les mêmes espèces d'arbres? Et Madame Burel, si un arbre doit être abattu et qu'il est sur le terrain privé, qui va payer pour l'abattage? Normalement, pour l'abattage, étant donné que c'est dans le cas du dépistage du plomb, tout ce qui est sur l'emprise est assuré par la ville. Pour ce qui est des travaux privés, sur le terrain, vraiment la partie qui appartient au privé, mais là, à ce moment-là, c'est les travaux qui vont être réalisés au moment de faire l'excavation pour le remplacement. Et à mon sens, à moi, ça va être à prendre en charge par le propriétaire. Donc, à moins que M. Couillard ait une autre information là, que je n'ai pas à ma disposition, là, mais normalement, c'est la consigne. Là. Donc, tout ce qui est sur l'emprise ville, c'est vraiment au niveau de la municipalité là, que la responsabilité se fait. Au niveau du remplacement, au niveau des essences, si je ne me trompe pas, ce que la ville s'engage, c'est à remplacer l'arbre, mais je pense pas qu'elle s'engage à remplacer avec la même essence. Parce qu'il y a des enjeux au niveau justement le frêne et ainsi de suite. Donc, on essaie de choisir les espèces qui sont les plus adaptées en fonction de la situation donnée. Donc, mais ça pourrait être quand même quelque chose qui peut être adressé à l'équipe de la foresterie urbaine au moment là, que la décision devra être faite puis que l'analyse de la situation devra être faite là, pour vérifier si c'est possible ou non. Parfait, donc merci beaucoup, Christine. Je poursuis avec une dernière question avant de te redonner la parole. Donc, celle de Madame Isabelle Garnier, qui habite la rue Saint-Jean. Elle mentionne que les conduites de la ville ont été remplacées, mais se questionne sur son entrée personnelle, qui n'est pas visible. Comme elle n'est pas dans la liste prévue là, des rues, est-ce qu'elle peut quand même prendre rendez-vous pour faire un prélèvement ou sinon quelle serait l'avenue à considérer? Ben, à mon sens, à moi, Madame Garnier, vous devriez contacter le 3-1 parce que la rue Saint-Jean, c'est quand même un secteur qui, à mon sens, à moi, quand même sort dans les secteurs les plus, ben, je dirais pas les plus chauds, mais dans les plus susceptibles d'être visés par le dépistage. Donc, au moins pour nous transmettre votre intention puis votre volonté d'avoir un rendez-vous. Puis nous, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser aussi en fonction des données qu'on a dans nos dossiers, puis aussi en vertu de notre calendrier d'échantillonnage, voir comment ça se situe. Puis dans la mesure où ce qu'on est capable d'aller faire ce dépistage-là, bien, au niveau de l'équipe, on va procéder.
Parfait, merci. Puis, je vois qu'il y a d'autres questions un peu là, qui vont dans le même sens. Donc, si d'autres citoyens ont sont dans une situation où est-ce que les conduites de la ville ont été changées, mais qui ne se questionnent sur la leur, ils peuvent toujours contacter le Oui, 311. contacter le 311 pour faire la vérification, là, c'est toujours un bon réflexe. Puis comme ça, ben, nous, en même temps, ça nous permet d'avoir les coordonnées, donc d'accélérer puis de faciliter le processus après si on doit, supposons, se présenter à la résidence l'année subséquente là, pour faire des dépistages. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ça répond à la question de Mme Ferland. Donc, Anne, à toi la parole. Merci. Alors, on poursuit juste avec le 3-1. Je voulais m'assurer, Madame Coulombe qui dit, Madame Coulombe, elle a fait affaire avec le 3-1 pour savoir, attendez, la question est partie. OK. Elle a contacté le 3-1 pour connaître l'âge de son entrée d'eau et ça l'a dirigé à une demande d'accès à l'information. Est-ce que c'est normal que ce type d'information-là ne soit pas accessible ou il faut vraiment qu'elle fasse une demande d'accès pour avoir l'âge de son entrée d'eau? En fait, la particularité, puis là, je suis pas au courant là, de la demande qui a été logée, ça peut être lié à est-ce que la personne qui a fait le contact était la propriétaire? Mm. Parce qu'à ce moment-là, c'est une Ah, information qui peut être restreinte par rapport à ça. Donc, quand on parle d'un dossier privatif comme ça, normalement, on n'est pas censé partager cette information-là à toute personne. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, il va y avoir une demande d'accès à l'information qui va nous être adressée pour qu'on puisse soit répondre ou décliner la possibilité qu'on puisse y répondre. Si la dame en question est la propriétaire, écoutez, il y a peut-être eu problématique là, au niveau de l'acheminement de la question au 3-1, puis de ne pas hésiter peut-être à reposer la ouais, question, là. parfait. J'ai deux questions sur la contamination de l'eau. Je vais être précise. J'ai M. Couture qui demande est-ce que les soudures en plomb, est-ce que les soudures, excusez, ça a bougé, je suis désolée. Je vais, J'avais vu je- la question, moi, tantôt, là, est-ce que les soudures oui, en plomb peuvent plomb, monsieur, contaminer l'eau? peuvent contaminer l'eau. Voilà. Oui, Merci. oui, effectivement. Les soudures en plomb là, qui sont dans votre plomb, de quel, mettons, votre plomberie domestique peut être 100% en cuivre, mais il y a des fois à la quincaillerie, il peut y avoir différents types de Allez. métal utilisé pour faire les soudures. Donc, si on n'est pas trop à l'affût à ce niveau-là, ben oui, certains plombiers ont pu utiliser des matériaux qui contenaient un peu plus de plomb dans le matériel de soudure. Fait qu'on a vu quelques propriétés que ça pouvait être le cas. Donc, dans ces cas-là, ce que justement on va proposer, mais c'est encore plus important là, de faire couler son eau quand on veut boire un bon verre d'eau froid. Ben, c'est encore plus important dans une résidence de ce type-là de la faire couler un petit peu plus longuement ou de se réserver un pichet au frigidaire ou de se munir d'un pichet filtrant dans un cas où vous ne voulez pas le changer au complet, votre plomberie. Ça peut être certaines sections, mais en général, si vous grattez vos soudures, c'est là que vous allez voir si le métal, vous êtes capable que ça l'enfonce, puis le métal est comme mou. Ça va être gris foncé peut-être. Donc, ça, c'est peut-être un signe qu'il peut y avoir un petit peu plus de plomb dans la composition de l'alliage qui a été utilisé pour faire les soudures. Fait que oui, on en a vu. Si vous me permettez, j'ajouterais aussi en complément d'information, on parle ici des soudures en plomb, mais il y a aussi le cas des plomberies domestiques qui sont essentiellement constituées de tuyaux en PEX, en plastique, plus communément, mais pour lesquels les différents tronçons de ces conduites en PEX-là sont raccordés par des accessoires de laiton. Et des fois, quand c'est des vieilles composantes ou que le laiton n'était pas de très, très bonne qualité, mais ce qu'on peut avoir comme problématique, c'est que ce sont ces petites pièces de raccordement-là qui vont venir libérer du plomb aussi. Même si vous avez l'impression que l'ensemble de votre tuyauterie est en plastique, bien, c'est possible qu'il y ait des petites pièces en métal qui vont venir contribuer. Maintenant, il y a des raccords directement en plastique qui sont disponibles, là. Ça a été une bonne amélioration au niveau des plomberies domestiques, là. Mais si on arrive puis on fait un échantillonnage, puis vous me dites, mon Dieu, c'est impossible, ma tuyauterie est en PEX, mais c'est quand même possible que vous ayez des petites pièces en métal qui vont libérer du contaminant. Puis, Christine, il y a M. McKay qui demande la question est-ce que l'eau contaminée par le plomb
peut interagir avec les tuyaux en cuivre? L'eau contaminée par le plomb, ben, ça dépend de l'interaction dont il est fait part, mais c'est sûr qu'a priori, le plomb qui est présent dans l'eau, qui va s'être solubilisé, lui, en théorie, il ne devrait pas nécessairement se redéposer sur les conduites en cuivre. Néanmoins, on sait que le plomb, il peut voyager sous deux formes. Sur une forme qui est dissoute, solubilisée, mais une forme particulière aussi. Donc, dépendamment des conditions qui sont propres à la plomberie domestique, ben, il peut y avoir des petites accumulations qui vont se faire, puis qui, là, devraient, à un moment donné, générer du relargage de plomb, dépendamment de la consommation de l'eau. Donc, c'est encore une fois, on revient aux bonnes pratiques que Mme Gauthier présentait tout à l'heure, d'où l'importance de vraiment rafraîchir son eau, puis de faire couler une bonne minute, là, quand vous savez que ça fait plusieurs heures, pour vous assurer d'aller rechercher l'eau qui provient de la conduite d'aqueduc qui circule dans votre rue. Bonne précision. Puis toujours dans la contamination avec le plomb, M. Gosselin veut savoir si les écoles et les milieux de garde vont être dépistés prochainement. Les écoles puis les milieux de garde. Pour les écoles en particulier, sachez qu'il y a un programme normalement du ministère qui impose que chacune des centres de services scolaires ont la responsabilité de faire le dépistage de l'eau à l'intérieur de leurs établissements. Donc ça, a priori, il y a un suivi qui est déjà fait par le ministère de l'Éducation. Moi, de notre côté, là, au niveau ville, ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'il y a un établissement scolaire qui vise qu'il y a une problématique en plomb puis qui demande à aller chercher, mettons, si au niveau de son branchement de service, là, il y a une problématique, mais la ville peut être interpellée pour aller faire des investigations supplémentaires puis venir appuyer ou invalider le risque que ce soit le branchement qui soit en cause. Sachez toutefois que dans un établissement scolaire, les entrées de service qui viennent raccorder les écoles au réseau d'aqueduc sont généralement de plus gros diamètre qu'une entrée de service pour une résidence. Donc, un branchement de service qui mesure plus de 5 cm de diamètre, généralement, il n'est pas en plomb. Pour la seule et unique bonne raison que pour pas éviter que le tuyau en plomb écrase sous le poids ou avec la déformation liée à la pression de l'eau, il faudrait que l'épaisseur du tuyau soit tellement grande que ça ne devenait pas rentable de faire en sorte que le branchement soit en plomb. Donc, nous, c'est un des critères qu'on utilise. Quand on va faire les inspections et les hydroexcavations, on s'en va mesurer c'est quoi le diamètre des conduites pour nous permettre en même temps de discriminer si le matériau utilisé est en plomb ou non. Pour les services de garde, c'est sûr que sur le territoire, on essaie d'y aller le plus possible. C'est sûr qu'il y a les établissements de garde qui sont certifiés ou qui ont des autorisations du ministère, où ce que là, il y a des listes qui nous sont disponibles. Puis par les années passées, on est allé faire des échantillonnages, mais il y a beaucoup de garderies en milieu familial. Et ça, ben, on n'a pas nécessairement toutes ces informations-là. Donc, pour ceux qui sont justement des propriétaires de ce type de milieu de garde-là, n'hésitez pas à contacter le 3-1 pour prendre rendez-vous. Puis à ce moment-là, en indiquant peut-être même à la personne, à l'agente du service à la clientèle, que c'est un service de garde en milieu familial, bien nous, ça va nous donner une indication, puis on va se faire un plaisir de le joindre, puis d'assurer le rendez-vous avec, puis de venir s'adapter aussi au niveau des pratiques, parce qu'on sait que les milieux de garde commencent très tôt, ils ont des consommations, puis ils utilisent l'eau, puis ils ne peuvent pas se permettre de faire une stagnation de 30 minutes en plein milieu de la période où c'est la collation pour les petits jeunes. Donc, on essaie de s'adapter là, en fonction des contraintes associées aux activités du service de garde. Merci beaucoup, Christine. Puis là, j'ai 3 questions à peu près qui se ressemblent. C'est au niveau du remplacement partie privée, partie publique. Alors, j'ai M. Pios qui dit, si je comprends bien, la conduite de l'aqueduc à la valve d'eau sur notre terrain est la responsabilité de la ville. De la valve à la maison, c'est le propriétaire. Qu'en est-il des tuyaux à l'intérieur de la maison? Les tuyaux à l'intérieur de la maison, c'est comme ce que je mentionnais tout à l'heure, ben, ça relève du propriétaire parce que là, c'est vraiment de la propriété de l'individu qui possède l'établissement. Sauf qu'en vertu du règlement, il n'y a pas d'obligation de remplacer la plomberie domestique à l'intérieur de la résidence. Sauf que, comme on le disait, par souci de transparence puis de pouvoir aiguiller aussi les pratiques de consommation des usagers, nous, on va faire avec le dépistage par échantillonnage une vérification de la contribution qui vient
de la plomberie domestique. Et si c'est le cas, ben, on va quand même en informer le propriétaire pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions là, à cet égard-là. Parfait. J'ai M. Choucard et M. Lee. Alors, je vous lis les deux questions. Est-ce que les travaux de remplacement sur la portion privative seront effectués par les mêmes entrepreneurs que la ville? Et en même temps, c'est une question que je vois défiler à Mhm. quelques... Donc, en même temps, et les mêmes entrepreneurs que la ville. Et la deuxième, ça devrait, ben, c'est ça que M. Lee dit, on devrait faire le remplacement partie privée et partie publique en même temps. Alors, il y a comme une espèce de coordination, là. Ouais, C'est une question que je vois beaucoup, puis soyez attentifs, les autres citoyens qui nous écoutent, parce que Ouais. peut-être qu'on ne passera pas votre question parce qu'on y répond en ce moment. Mais je vais laisser M. Couillard répondre pour vraiment être dans le pointu là, du côté opérationnel, là. Ça répond, c'est un peu la même question que tantôt, là. La partie privée est réalisée par une entreprise privée engagée par le propriétaire de la résidence. Donc, vu la quantité qui peuvent être faites, puis des fois pas en coordination avec la Ville de Québec, on ne viendra pas en même temps avec cet entrepreneur-là, la Ville, faire des travaux. Par contre, quand on sait qu'il y a des travaux du côté Ville et du côté privé à faire, il va y avoir une coordination avec ce propriétaire-là, cette entreprise-là, pour essayer d'éviter de construire un trottoir ou de faire une excavation en double. Par contre, on va éviter d'être là en même temps parce qu'il y a des problèmes d'accès, des problèmes de sécurité qui sont en lien avec ça. Euh, je crois que ça répond à la question. Il y Oui, avait une deuxième volet, je pense, par Oui. rapport à est-ce que ça serait pas mieux de pouvoir faire les deux en même temps? C'est sûr que dans un monde idéal, l'idéal, ça serait vraiment de remplacer l'entièreté de la partie qui est en plomb pour pouvoir justement régler la problématique, purger puis s'assurer de corriger la situation. On s'entend qu'il y a quand même des enjeux réels, pratico-pratiques et aussi je dirais, de propriété, de responsabilité. Donc, c'est sûr que la ville, sur son emprise, c'est elle qui est responsable de procéder à son remplacement, tandis que sur la propriété privée, bien, à ce moment-là, ça relève du propriétaire. Puis, le chevauchement au niveau des responsabilités fait en sorte que pour être vraiment sûr de bien procéder, ben normalement, ça devrait être chaque propriétaire qui devrait le faire. Donc, nous, la partie ville, puis le propriétaire privé, sa partie privée. Mais on s'entend que l'idéal, ça serait de pouvoir procéder ensemble, mais d'un point de vue de coordination, ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours prévisible de pouvoir le faire comme tel. Exact. Puis la Ville ne fait pas de travaux sur la partie privée. On a déjà des questions. Si la Ville pourrait prendre en charge les travaux sur la partie privée quand que c'est en plomb, moyennant rétribution, puis on a toujours refusé de le faire. Pour des questions merci, c'était des légales, questions des aussi qu'on garanties. voyait. Donc, pas de travaux de ville sur les parties privées. Non. Parfait. Puis une dernière question, parce que je vois qu'Hélène Saint-Pierre, elle a posé sa question à 7h38. Madame Saint-Pierre, désolée. En laboratoire, quelle sera la méthode d'analyse? Quel est le seuil minimum de détection de cette méthode pour le plomb? Je On vais est laisser le vraiment dans soin le... à ma collègue chimiste qui est responsable de Ouais. l'interprétation des données de Oui, vous donner l'info. certainement. Donc, l'appareil qui est utilisé, c'est un appareil de haute technologie qui s'appelle l'ICP-MS. Donc, c'est vraiment en atomisant les molécules qu'on est capable vraiment d'aller élément par élément du tableau périodique. Fait qu'on raffine pour arriver vraiment à avoir juste la quantité de plomb, juste la quantité de cuivre. Donc, on y va vraiment de façon atomique. Ben, pour le seuil de détection, on a beaucoup de zéros. Je vais dire. Dans le fond, la norme est à 0,005, donc 5 microgrammes par litre. Et le seuil minimum qu'on est capable de voir le plomb de mémoire, on rajoute 2 zéros à ça. Donc, on est à 5, pas je dis 5, mais je dis 5 parce que 5 à la 10 moins 3 étant la norme, ben, on est à 5 à la 10 moins 5 pour la limite de détection. Donc, on est vraiment 100 fois, je fais mon calcul vite, 100 fois plus bas que la norme. Donc, on détecte du plomb, que je vois un signal de plomb qui est quand même, qui me dit qu'il y a un potentiel de branchement en plomb,
on est à un seuil souvent de 1 microgramme par litre. Fait que même si la norme est à 5, mais moi, avec tous les résultats que je vois là, à 1 là, microgramme par litre, là, souvent, on voit des branchements en plomb. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les vieux branchements ont l'air de se passiver. Donc, à la longue, quand l'eau passe, ben, ça fait une petite protection indirecte. Le plomb, il se libère moins facilement. Il est plus difficile à détecter. Ben, difficile parce qu'à 1, c'est quand même très bas. Mais on voit que c'est ça, à 1, on est capable de dire que, hors de tout doute, là, qu'il y a un branchement en plomb. Donc, c'est bas. Merci. Ça Alors, fait un bon. Dominique? Oui, parfait, merci beaucoup. J'ai des questions de Monsieur Charles Ruby qui concernent les subventions. En fait, si j'ai changé mon arrivée d'eau entre le raccordement, en fait, est-ce que c'est possible d'avoir la subvention a posteriori? Malheureusement, si le remplacement du branchement de service a été réalisé avant, le 6 juillet 2020, donc avant l'application ou l'entrée en vigueur du règlement municipal, il n'est pas prévu que le programme de subvention soit applicable. Parce qu'à ce moment-là, c'était un changement qui était fait de façon individuels qui étaient faits de leur propre volonté. C'était sur une base volontaire. Tandis que, dans le fond, la mesure, le programme de subvention a été instauré pour être comme une mesure incitative pour venir compenser le caractère obligatoire maintenant de procéder au remplacement des branchements de services en plomb. Donc, non, en tout cas, a priori, là, en date d'aujourd'hui, il n'est pas prévu là, que le programme de subvention soit applicable là, a posteriori pour une période qui est antérieure au 6 juillet 2020. Il faudrait que la demande ait fait l'objet d'une demande de permis puis qu'il ait été en plomb. D'autant plus. D'autant plus. Parfait. Puis toujours, Monsieur Ruby, si après les travaux de changement là, au niveau des conduites de la ville, s'il y a un arbre qui est mort, est-ce qu'il peut recevoir une aide pour l'abattage? C'est une excellente question. Je vous dirais que ça revient un peu à savoir est-ce qu'on est dans l'emprise ou hors de l'emprise, mais j'aimerais qu'on la retienne là, pour justement peut-être pouvoir adresser la question à notre équipe de la foresterie urbaine pour mieux répondre à la question du citoyen. Parfait. Donc, Monsieur Ruby, on a vos coordonnées. On va prendre en note votre question, puis on va vous revenir avec une réponse dans les prochains jours. Je demande là, dans le sujet là, des subventions, donc M. Boisvert, Jean-Guy Boisvert, qui demande quels sont les critères là, qui sont évalués pour obtenir la subvention de 2 500 $. Ben, le critère en soi, c'est dans un premier temps d'avoir un branchement de service en plomb. Je vous dirais que c'est le principal cas, mais il y a des conditions d'éligibilité. Ces conditions d'éligibilité-là sont mentionnées sur le site Internet puis dans le règlement aussi, là, si vous voulez aller le consulter. Mais entre autres, là, c'est vraiment de s'assurer de faire affaire avec un plombier qui est reconnu par le groupe professionnel des plombiers là, de M. Couillard. Tout à l'heure, on cherchait le mot, puis le nom, puis on le cherche encore. Puis, ce qu'il faut aussi impérativement, c'est avoir fait une demande de permis et de garder en main toute la documentation pour la facturation par rapport justement aux travaux qui ont été réalisés. Et normalement, par la suite, si nous, on est en mesure de pouvoir s'assurer que les travaux ont été réalisés, puis qu'il y avait bel et bien un branchement en plomb, ben normalement, il n'y a pas trop d'enjeux là, à savoir si le propriétaire est éligible ou non à la subvention. Parfait. Merci. Je poursuis là avec des questions des citoyens qui se questionnaient sur des travaux qui ont été réalisés là, qui ont vu finalement passer la ville faire des trous sur une rue en 2023, notamment sur la rue Crémazie, là, dans le cas de M. Guilbeault. Est-ce qu'ils peuvent considérer que leur entrée d'eau est conforme s'ils n'ont pas eu de retour là, suivant ces travaux-là? Encore une fois, je vais les référer au 3.1 là, pour avoir, dans le cas de doute, mais est-ce que si on a vu ce genre de travaux-là, là, des trous faits à chacune des propriétés, on peut considérer qu'il y a eu des dépistages qui ont eu lieu dans la rue? Normalement, je vous dirais que oui.
Toutefois, je ne sais pas, il faudrait voir, M. Couillard, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer que des hydroexcavations en dehors du programme d'élimination du plomb aient pu être réalisées? Ben, pas de dépistage, mais on fait des hydroexcavations dans le cas d'ouverture-fermeture d'eau pour un citoyen qui veut faire des travaux de plomberie chez eux. Nos employés de hauteur vont vérifier l'entrée d'eau de la ville à l'extérieur. Elle n'est pas fonctionnelle. Ben, nous, on a un contrat, puis on a même des hydroexcavations pour aller faire la réparation sans excavation de ces boîtes de service-là. Donc, si c'est toute la rue qui a été inspectée, je douterais que ce Oui, soit que ce soit ce genre nos de... interventions pour corriger l'ensemble de la rue. Si c'est l'ensemble de la rue, ben, je crois que c'est le dépistage de plomb. Puis dans ce cas-là, je crois que quand ils n'ont pas de réponse, ça veut dire que c'est bon. OK. Mais encore une fois, dans le doute, là, c'est M. Bélanger, Jean Bélanger, M. Guilbeault, si vous avez des interrogations, N'hésitez là, on vous pas à contacter au 3-1 pour valider l'information. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Madame Geneviève Boivin se questionne, dans le fond, il y a présentement des travaux de surface, construction de trottoirs, notamment sur la rue Hélène Boulay, l'avenue Madeleine de Verchères. Est-ce que les travaux de dépistage peuvent être coordonnés avec le type de travaux là, de la ville là, pour la voirie et les infrastructures de mobilité? Normalement, dans les secteurs qui sont identifiés et aussi même au pourtour, là, nous, on est en constante communication avec le service de l'ingénierie qui vient nous informer justement des travaux de surface ou des travaux souterrains qui sont réalisés sur le territoire de la ville. Puis en effet, on essaie vraiment d'être, je dirais, intelligent, d'être une organisation intelligente, donc d'en profiter pendant qu'on a l'opportunité, supposons, d'avoir le sol qui est ouvert, de procéder au dépistage puis à la correction s'il y a lieu. Parfait. Merci. Je poursuis encore avec des questions. Monsieur David Philibert et Madame Lisa Nollet qui avaient des questions là. Est-ce que c'est les propriétaires, les locataires ou les deux qui recevront l'avis là, suivant les inspections? Je vais laisser ma collègue Valérie Gauthier répondre à cette question-là. Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Je répondais à une Oui, autre. il n'y a pas de problème. En Je fait, m'excuse. on se questionne à savoir si les propriétaires, les locataires ou les deux recevront l'avis là, suivant les dépistages, à savoir si c'est conforme ou s'il y a présence de plomb ou pas. C'est le propriétaire qui va recevoir la première communication pour informer. Puis c'est le propriétaire qui a la responsabilité d'informer ses locataires par la suite. Donc, ça va venir du propriétaire, Parfait. l'information. Parfait. Madame ou Monsieur Côté, pardon, I-Côté, si notre adresse n'est pas dans la liste et qu'on ne veut pas attendre, est-ce qu'on peut faire tester à nos frais? Si oui, comment? Et transmettre l'information à la ville. Oui, il y a possibilité que vous puissiez faire tester par un laboratoire privé. Toutefois, sachez que la méthode de dépistage ne sera pas nécessairement la même que celle utilisée par la ville. Donc, la ville va quand même se réserver le droit de vous ressolliciter pour aller faire un échantillonnage pour avoir une couverture puis une investigation qui va être homogène sur l'ensemble de son territoire. Donc, c'est toujours possible. Et c'est entre autres un peu pour ça aussi qu'on vous a donné accès à un questionnaire d'auto-inspection pour vous permettre là, justement de valider avec un petit questionnaire, là, est-ce que mon entrée de service semble à risque ou non? Parfait. Merci. Puis je poursuis avec une dernière question, Anne. Monsieur Jean Piouz, comment ont été identifiées les maisons à échantillonner? Donc, il y a eu dès le départ du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable, une grosse réflexion par rapport justement à comment on allait se déployer sur le territoire. Donc, nous, on a été avec une priorisation. Cette priorisation-là, c'était en fonction des données historiques qu'on possédait. On avait commencé à faire du dépistage sur le territoire depuis 2008, donc on avait quand même quelques données, environ 1500 données entre les mains, qui nous permettaient un peu de voir quel était le portrait par rapport aux résultats qui sortaient élevés ou non en matière de plomb. Et ça venait corroborer la littérature qui venait nous indiquer que les
maisons ou les résidences qui étaient construites entre 1940 et 1955 étaient probablement celles qui étaient les plus susceptibles d'avoir un branchement de service en plomb. Donc, sur cette base-là, sur la base aussi du degré du niveau de défavorisation économique, matérielle qu'on peut avoir au niveau de la population, puis en fonction, je dirais, vraiment de la qualité des caractéristiques de l'eau, on a établi une grille pour nous permettre de cibler des secteurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ma collègue vous mentionnait que c'est possible que votre maison ait été construite dans les années 2000, mais si elle se situe dans un quartier qui est assez âgé, puis que c'est possible qu'on ait réutilisé un vieux branchement de service pour raccorder votre résidence au réseau d'aqueduc, mais que vous soyez dépisté. Donc, c'est vraiment, un, sur l'âge de votre bâtiment, deux, sur le niveau de défavorisation dans une aire donnée, et trois, sur les caractéristiques de l'eau potable qu'on s'est basé initialement pour faire les priorisations des secteurs sur lesquels on allait se déployer dans le temps. Parfait, merci beaucoup. Donc, Anne, est-ce que tu poursuis ou je peux continuer aussi avec une petite question? Ben, vas-y pour ta question, puis je passerai par la suite. Parfait. Donc, la question de Madame Christiane Routier qui se demande si la détection pourrait être faite par caméra dans les tuyaux. C'est une possibilité qu'on avait déjà envisagée, mais je vais laisser M. Couillard venir un peu plus expliciter c'est quoi les contraintes qu'on fait face avec la détection par caméra. En fait, il y a différentes contraintes, là. La technologie n'est pas tellement au point. Les diamètres des conduites sont trop petites et variables aussi selon les résidences, là. On a dans la foire aux questions là, des résidences qui nous disent en une demi, donc 12 000 mètres. Là. Donc, les caméras ne se faufilent pas dans cette dimension-là. Puis ça devient aussi difficile de déterminer la limite d'emprise de la Ville de Québec. Fait qu'advenant qu'on verrait avec la caméra que c'est du plomb, mais que c'est par tronçon ou par petits bouts, ce serait difficile d'aller déterminer l'endroit précis de l'emprise. On a un mesurage avec les caméras, mais du moins, c'est pas la solution la plus précise qu'on a trouvée. On a préféré combiner la détection par l'eau, puis excavation pneumatique avec des photos vraiment physiques, puis l'inspection visuelle en dedans des résidences pour déterminer ces différentes causes-là. Merci. Alors, on poursuit avec M. Deblois. Alors, dans l'éventualité que la partie publique de l'entrée d'eau devra être remplacée, sera-t-il possible de profiter de la même excavation pour remplacer la portion privée? Ben, Donc, c'est une belle opportunité. Comme je le disais tout à l'heure, on peut coordonner les travaux. La ville ne travaillera pas du côté privé. Par contre, si le citoyen nous fait une demande au préalable, on peut ne pas terminer la surface le temps que l'entreprise privée fasse la partie privée. Puis on va revenir par la suite terminer la surface, le gazon et trottoirs et pavages. Tout ça dans l'emprise de la ville. On n'ira pas réparer la partie privée. Donc, il y a quand même des bénéfices à coordonner ces travaux puis à profiter de l'occasion du remplacement de la partie publique, mais on ne travaillera pas en étroite collaboration avec l'entreprise privée. Là. Ça va être un après l'autre. Merci. On a Mme Routier, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Elle reste à Limoilou et elle voulait savoir qu'il y a des travaux qui ont été effectués chez elle en 2007. Elle demande si ça se peut qu'on ait remplacé les conduits par des conduits en plastique parce qu'ils étaient comme très épais et blancs. Et c'est des conduits qui sont extérieurs. Alors, c'est ceux qui sont raccordés à ceux de la ville, là. Et, ben, des conduites d'aqueduc blanches, j'en connais pas. Ce que OK. je pense que peut-être cette citoyenne-là mentionne, c'est peut-être un drain sanitaire qui était raccordé au drain sanitaire de la ville, qui généralement est blanc. Euh, mais là, je manque un peu d'informations pour pouvoir me prononcer. Mais une conduite d'aqueduc, le cuivre est doré, le plomb est un peu noir-gris. OK. Donc, je douterais que ce soit une conduite d'aqueduc qui a été raccordée, là. Parfait. Madame Routier, 3-1, si vous voulez plus de précision, mais je pense que M. Couillard elle répond bien là, à votre question. On poursuit avec Madame Brown. Je suis sur la 2e avenue Vieux-Limoilou. L'excavation pneumatique a eu lieu l'été dernier.
On se doute fortement que les branchements sont en plomb, mais nous n'avons eu aucune nouvelle avant ce soir. Pourquoi avoir attendu autant? Pouvons-nous avoir le lipichet filtrant? Moi, j'inviterais Mme Brown à nous recontacter pour qu'on puisse valider l'information. Parce que normalement, il devrait y avoir eu une communication, là. S'il y a eu des hydro-excavations l'année dernière, puis si on était dans une situation où on avait des validations à faire, c'est peut-être parce qu'on était trop tard à la fin de l'année, puis qu'on n'était pas en mesure de pouvoir réaliser les prélèvements, puis qu'on va aller valider cette information-là. Donc, Mme Brown, n'hésitez pas à contacter le 3-1 pour qu'on Oui, puisse compléter votre dossier. parfait. Ensuite, j'ai M. Perron. Est-ce qu'en général, sur le boulevard René-Lévesque, les embranchements de la ville sont en cuivre? Le boulevard René-Lévesque traverse pratiquement la ville au complet. Et le nombre de branchements peut avoir été remplacé avec le temps. Donc, me prononcer sur Ouais. l'ensemble du tronçon René-Lévesque, c'est impossible, là. Puis il a été fait en phase et il y a différentes conduites d'aqueduc sur différents tronçons. On ne peut pas se prononcer de façon générale. Ça va être vraiment une adresse spécifique qui va pouvoir nous permettre de répondre. Puis même un peu comme ce qu'on disait au départ dans la présentation, c'est que c'est pratiquement du cas par cas, Ouais. dans le sens où ça dépend vraiment de qui a fait la réalisation de la construction ou des phasages. Donc, même deux voisins pourraient avoir une situation ou avoir été construits la même année, mais si ce n'était pas le même entrepreneur, ça peut ne pas être les mêmes matériaux. Puis même avec une réparation, on a vu des réparations ponctuelles pour réparer un plomb. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une conduite en plomb, on l'a réparé avec un bout de cuivre, puis après ça, la conduite en plomb se poursuit. Fait qu'on a toutes sortes de scénarios possibles. Mm. Fait que c'est pour ça qu'il faut les traiter à la pièce et de façon systématique, là. Parfait. Alors, j'ai Monsieur Denis Depont qui aurait une question pour vous. On vous écoute, Monsieur Depont. Faut que je parte. J'avais une question. Oui. Je possède un Plex depuis 86. En 1995, l'entrée d'eau et les égouts ont été changés au complet pour des villes privées. Est-ce que je peux avoir du plomb? En dedans, c'est tout du cuivre. Normalement, M. Depont, vous dites que votre bâtiment, votre duplex a été construit en 1986? Non, il a été Et bâti en 40, En 40, parfait. 42. OK. Mais 42. l'entrée d'eau puis les égouts ont été faits en 95. Il y a un permis de la ville parce qu'il y avait des problèmes. Normalement, votre remplacement aurait dû se faire à ce moment-là, en 95, quand les travaux de remplacement pour la conduite sanitaire puis le branchement d'aqueduc a été fait. Donc, a priori, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a peu de chances que votre branchement ou qu'une partie de votre branchement soit encore en plomb. Toutefois, ça se pourrait que la problématique soit associée davantage à votre plomberie domestique à l'intérieur de votre bâtiment. Donc, pour vous, ça serait quand même utile et pertinent, je crois, de nous laisser faire le dépistage par échantillonnage. Ça vous permettrait d'avoir un portrait, dans le fond, un diagnostic de l'état de votre plomberie domestique. Encore à l'intérieur, vu que moi, j'ai vu beaucoup de cuivre parce que ça avait été Mm. transformé en 72. Mais ça se peut qu'il y ait des soudures, ça se peut qu'il y ait des raccords aussi. Mais je voudrais, Oh oui, dans le mieux des cas, c'est que ça va vous donner l'assurance justement que votre plomberie va être tout à fait adéquate et conforme. OK. Merci, Monsieur Dupont, de votre question. Alors, on poursuit avec deux questions avant de redonner la parole à Dominique. Question de Monsieur Boisvert et Madame Lécuyer. Une fois les travaux faits, quelle garantie avons-nous que nous n'aurons plus de plomb qui pourrait venir du circuit de la ville? Première question. Donc, on veut une garantie. Puis après les travaux, naturellement, est-ce que d'ailleurs vous refaites un test d'eau pour vous assurer de la conformité et d'éliminer d'autres sources de plomb, là, ou d'autres sources de contaminants? Bien, nous, c'est sûr et certain qu'a priori, s'il y a une inquiétude par rapport aux travaux, nous, on va faire un prélèvement. Donc, on va aller faire une contre-vérification pour s'assurer de la conformité puis du retour à la conformité, dans le fond, de l'eau suite à la réparation ou au changement du branchement d'aqueduc. Donc, Mhm. en termes de garantie, ce qu'on peut vous dire, c'est que normalement, l'eau qui provient du réseau d'aqueduc, elle est suivie puis elle contient des quantités infimes de plomb qui ne sont pas problématiques et qui remplissent adéquatement toutes les exigences par rapport au règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, ça, c'est une première garantie. La deuxième garantie, c'est que normalement, avec
le dépistage de confirmation qu'on va réaliser, on va être en mesure de vous faire la démonstration justement que la problématique va avoir été résolue. Et si ce n'est pas le cas, on va continuer à vous accompagner pour essayer de trouver la nature ou la source de la contamination là, pour que vous puissiez adresser ou non la situation. Merci pour les précisions. Alors, on poursuit avec Dominique. Oui, parfait. J'ai une question de M. Maxime Lefrançois. On parlait d'un délai de 4 ans pour faire les travaux pour le côté privé. Si la situation n'est pas corrigée à temps, j'imagine que les propriétaires s'exposent à des sanctions. En effet, Monsieur Lefrançois, vu que c'est stipulé par règlement municipal, une fois le délai de 4 ans passé, si vous n'êtes pas conformé, ça veut dire que vous avez reçu votre lettre vous indiquant que votre branchement partie privée est en plomb, puis que 4 ans après, vous n'avez pas procédé aux travaux de correction, la ville va vous émettre un avis d'infraction pour vous inciter, dans le fond, à procéder à votre correction. Donc, il va y avoir un suivi qui va être réalisé là, suite à la déclaration de votre branchement comme étant non conforme. Normalement, 1 an avant, ça veut dire après 3 ans, nous, on va vous renvoyer une communication parce qu'on se doute qu'il peut y avoir aussi des changements au niveau des propriétaires et ainsi de suite, puis que l'information ne suive pas d'un propriétaire à l'autre. Donc, on s'assure quand même de faire un rappel. Puis, on va faire un suivi avec vous pour vérifier que vous avez procédé. Puis, ultimement, si on voit malheureusement qu'il n'y a pas de volonté de procéder, il va y avoir l'émission d'un constat d'infraction. Et ça Parfait. ne se limite pas à seulement un constat. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le règlement, ce qu'il prévoit, c'est premier constat d'infraction à 1 000 $. Et s'il y a récidive, ça veut dire que si on revient par la suite pour vérifier s'il y a eu une correction de la situation ou non et que c'est toujours non conforme, l'infraction, l'amende passe à 2 000 $. Et ça pour chaque nouvelle infraction qui est fait à ce règlement-là. Donc, considérant que les frais de remplacement d'un branchement de service est en moyenne de l'ordre de 5 000 $, comprendrez que si ça se rajoute en plus aux frais qui sont associés justement aux avis d'infraction, ça devient un peu, je dirais, je vais dire désincitatif, là, mais dans le sens où c'est pas gagnant pour le citoyen de ne pas se conformer. Autant pour sa santé à lui, pour ses résidents, pour ses locataires, que pour les, euh, les côtés plus pécuniaires. Je peux corriger, Christine, même une personne morale, donc un propriétaire C'est d'immeuble, vrai, c'est le double c'est de le ce que je viens double. de dire. Donc, on Mhm. passe de 1000 à 2000. Et c'est pour ça que, oui, tu fais très bien de le mentionner. C'est pour ça qu'on essaie de rejoindre autant tous les propriétaires, même les non-occupants, parce que le propriétaire a la responsabilité de la qualité de l'eau auquel il donne accès à ses locataires en vertu du règlement sur la qualité de l'eau potable. Et c'est pour ça que le règlement municipal a été prohibitif comme ça. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions. Je poursuis avec la question de M. Sylvain Marcotte, qui mentionne que le diamètre de son entrée d'eau de 1,5 pouce pour 2 logements indivise. Mhm. Quel sera le diamètre du tuyau qui sera remplacé par la ville et serait-il possible d'en avoir un plus gros pour avoir un meilleur débit? Le diamètre recommandé pour les résidences unifamiliales, dont 1 ou 2 logements, là, c'est inclus là-dedans, c'est 25 mm ou 1 pouce là, dans les normes actuelles à la Ville de Québec. Donc, ça va répondre au désir d'augmentation de diamètre du citoyen. Ce Parfait. diamètre-là est ajusté aussi fonction du remplacement qu'on fait. Exemple, si on fait un remplacement de 4 à 8 logements, mais le diamètre va être fait en fonction de la norme de 4 à 8 logements. Si c'est pour un plus que 8 logements, ça va être un diamètre encore plus grand. On remplace, on met aux normes les diamètres lors du remplacement. Parfait. Je pense que ça répond bien à la question. Je poursuis également avec la question de Jean Pius. Y a-t-il d'autres métaux ou métalloïdes qui pourraient présenter des problèmes dans le réseau? Là, il y a des... dans le fond, il y a AS pour... Oui, c'est ça, entre parenthèses, là. Donc, les éléments là, qui sont indiqués que je ne connais pas.
mais CD, HG ou AS pour les métalloïdes. Est-ce que tu te sens à l'aise, Valérie, de répondre par rapport à ça? Ben oui, ça va être simple. En fait, l'arsenic, le mercure et le cadmium sont des métaux quand même assez toxiques et non utilisés de façon régulière pour faire de la plomberie domestique ou donc c'est sûr que nous, on a les appareils qu'il faut ça fait partie de nos analyses, ces métaux-là. Mais ils ne sont pas comme le mercure, là, ce n'est pas utilisé pour faire de quelconque façon des matériaux de distribution d'eau potable pour rien, là. Il n'y a même pas de matériaux où c'est possible. Donc, le cadmium, on le regarde toujours quand on dans le cadre du dépistage du plomb. On le regarde, il n'y en a jamais. Mais par souci, là, puis l'arsenic, ben, c'est pas un métal non plus qui est utilisé pour faire des types d'alliages quelconques. Donc, je me veux rassurante, là, c'est pas. Je vais peut-être rajouter quelques informations aussi. En vertu du règlement sur la qualité de l'eau potable, les métaux qui ont été identifiés dans la question sont suivis. Donc, annuellement, là, en période estivale, il y a toujours des campagnes d'échantillonnage qui sont faites pour s'assurer justement que l'eau qui est produite par nos usines est bel et bien conforme par rapport à ces métaux-là, au même Parfait. titre que pour la teneur, je dirais, une fois traitée là, pour le plomb. La nuance qu'il faut peut-être apporter, c'est que avec les connaissances qu'on a par rapport aux matériaux qui sont utilisés ou qui sont souvent associés à des branchements ou des canalisations en plomb ou à différentes composantes qui pourraient être riches en plomb, souvent ils sont accompagnés avec certains petits amis métaux, dont l'antimoine, le cadmium, qui peuvent être des minéraux, dans le fond, qui sont un petit peu plus présents à ce moment-là. Mais dites-vous que, comme Mme Gauthier le disait, quand on fait le dépistage du plomb, pour les branchements de services ou même pour la plomberie domestique, ça fait partie des métaux qui sont regardés également. Donc, s'il y avait un taux anormalement élevé pour ces métalloïdes-là, ben, on vous transmettrait également l'information. Oui, tout à Parfait. fait, merci. Merci pour le complément. Je poursuis avec la question de Jeannot Richard, qui se demande là, s'il a bien compris, il faut faire une demande de permis pour les travaux côté privé. Bon, si le diagnostic, c'est que tout est en plomb, la demande ne devrait pas être faite de facto, puisque les travaux doivent être exécutés à l'intérieur des 4 prochaines années. Donc, c'est ça. Puis, quel est le coût du permis? Est-ce que le coût est en proportion des coûts prévus pour les travaux? Normalement, actuellement, en vertu du programme tel qu'applicable, le permis doit être demandé par le propriétaire pour la seule et unique bonne raison que normalement, on veut laisser le libre arbitre au propriétaire de décider du moment calendrier où ce qu'il va faire, il va procéder dans le fond au remplacement de son branchement. Puis actuellement, il y a un permis qui est particulier pour le programme d'élimination du plomb où les frais sont de 50 si je ne me trompe pas, pour faire cette demande-là, avec une démonstration comme de quoi que le branchement est bel et bien en plomb. Donc, je poursuis, M. David Philibert. Donc, on revient sur la question là, des contacts là, envers le propriétaire en cas de non-conformité. Mais c'est les locataires qui vont recevoir les pichets avec les filtres. Donc, les locataires vont également être mis au courant, si on comprend bien, là, de la situation. C'est bien Oui, ça? indirectement. En fait, c'est sûr que le rapport, la lettre qui vient comme édicter s'il y a une non-conformité ou non, c'est le propriétaire qui va la recevoir. Mais éventuellement, s'il y a présence de plomb, ben, on s'attend à ce que le propriétaire fasse son devoir en termes de responsabilité, transmettre l'information à ses locataires. Mais nous, en tant que diligence raisonnable, en tant qu'organisation publique, on a pris le choix, puis on a la responsabilité aussi de protéger nos concitoyens par rapport au risque d'exposition. Et c'est pour ça que la ville distribue aux locataires des pichets. Mais elle en informe toujours le propriétaire en amont pour pas qu'il y ait de surprise, puis qu'il ait l'opportunité lui-même de faire sa communication avec les locataires. Parfait. Merci beaucoup.
Donc, Anne, je poursuis avec une dernière question, puis après ça, je te cède la parole. Donc, Claude Bilodeau, qui mentionne, qui se questionne, dans le fond, on a mentionné de laisser couler l'eau froide pendant 1 minute après une longue utilisation de 1 ou 2 heures. J'imagine que c'est le cas pour une résidence unifamiliale, mais combien de temps doit-on laisser couler l'eau si on habite dans un immeuble à condo de 50 à 100 unités? Est-ce que c'est la même chose? Ben, c'est gros. Fait que M. Couillard pourrait aussi, je pense que le diamètre potentiel, c'est possible que pour ce qui alimente cet immeuble-là, ça soit des gros diamètres ou ce que Ouais, là, c'est sûr qu'en haut de 50 ouais, hein. logements, ce ne sera pas 1 pouce, là, ça va être entre 6 et 8 pouces. Là, Mm. donc, les chances que ce soit du plomb à l'extérieur dans le branchement sont à peu près inexistantes. Par contre, qu'il y ait du plomb dans la plomberie résidentielle de chacun des condos, c'est pas impossible. Fait que je pense que la question demeure La... pour ce qui est de ouais. laisser couler l'eau, mais pour ce qui est d'avoir de l'eau de la ville, ben c'est clair que le tuyau d'après moi qui rentre dans la bâtisse est d'après moi conforme, là, mais à l'intérieur, c'est un autre. Voilà. Ce qu'il faut dire, ce qui vient peut-être faciliter un petit peu, si vous étiez seul dans un gros bâtiment comme ça, en effet, vous auriez besoin de faire couler l'eau très, très longtemps Ouais. pour vous assurer d'aller chercher l'eau qui vient fraîchement du réseau d'aqueduc. Toutefois, quand on regarde les habitudes de consommation, les gens se Mm. lèvent pas mal tous à la même heure. Donc, tous les locataires ou tous les occupants des condos vont probablement tirer une quantité d'eau à peu près dans les mêmes heures. Donc, il va quand même avoir un rafraîchissement de l'eau qui va se faire à l'intérieur du bâtiment. Donc, même si vous êtes dans un gros bâtiment, vous, si vous faites couler votre eau 1 à 2 minutes le matin, bien, vous contribuez comme tous les autres utilisateurs, dans le fond, au renouvellement de l'eau de votre bâtiment. Puis, un des petits coups de main là, qui peut être intéressant, c'est de regarder la température de l'eau. On le mentionnait dans les bonnes pratiques, dans la présentation. Quand vous voyez que l'eau devient fraîche, normalement, c'est que vous avez atteint un certain renouvellement de l'eau à l'intérieur de votre plomberie domestique. Parfait. Merci beaucoup. Donc, Anne, je te cède la parole. Oui, merci. Tu me diras, Dominique, combien de questions on a répondu, là? Il nous reste quand même 88 personnes encore en ligne. Il reste encore quelques questions. On terminerait là-dessus, là, pour terminer, là, sur une note. Je sais qu'il y a des gens qui attendent depuis un petit moment, là. Je pense à Mme Pépin, qui demande s'il n'y a que le branchement privé, section intérieure, parce que le branchement public a été modifié en 2010. Est-ce dommageable pour la santé? Malheureusement, à partir du moment où il reste un tronçon de la conduite qui est en plomb, ça demeure un enjeu parce que l'eau va quand même continuer à réagir et à faire son œuvre pour venir solubiliser le plomb qui est dans ce petit bout de conduite-là. Donc, malheureusement, on est obligé de vous dire qu'on ne peut pas juste dire ben, le branchement privé est peut-être en plomb, mais la partie publique a été remplacée, donc il y a moins de problématiques. Il faut vraiment y aller avec la technique d'épurer le réseau, donc d'enlever, de remplacer la partie qui est en plomb. Hmm. Merci. Puis on a M. Pierre Brochu. Est-ce que la Ville peut procéder à des hydro-excavations si toute la surface entre la valve et l'entrée d'eau est bétonnée et asphaltée? Sinon, est-ce qu'elle peut procéder par une excavation classique? On va Euh, laisser le choix à M. Couillard de répondre à cette belle question. L'hydroexcavation se fait aussi dans les zones asphaltées et bétonnées. On essaie de la minimiser parce que c'est plus destructif. Mais oui, on a des scies à béton, on enlève un petit bloc, puis après ça, on va en hydroexcavation jusqu'à la conduite principale. Ce qui est de l'excavation classique, ben, rendu là, si on est pour faire une excavation classique, on va le remplacer au complet. Là. On ne fera pas juste une observation du branchement de service là, par une excavation classique, mais c'est possible avec l'hydroexcavation de se faire une petite fenêtre là, pour aller chercher la boîte de service. On le fait Parfait. d'ailleurs à plusieurs endroits. Merci. Question assez technique. Merci. Et on terminerait avec monsieur. Excusez, si je Oui, peux vas-y, rajouter, vas-y. si M. Brochu, il est inquiet justement vu que c'est bétonné, asphalté, Ouais. c'est possible, là, si vous ne voulez pas qu'il y ait justement de trous sur ces surfaces-là, on vous offre quand même la possibilité, dans la place
participer à l'échantillonnage. C'est sûr que oui, ça vous demande un 45 minutes, puis ça demande aussi une synchronisation avec vos locataires. Il faut vraiment que personne utilise l'eau. C'est un peu ça la difficulté. Mais si vous voulez contribuer à ça, puis participer activement pour, à défaut de détruire vos aménagements, ben, de faire le fameux trou par hydroexcavation, ben, n'hésitez pas à appeler au 3-1 pour nous demander un rendez-vous pour faire un prélèvement. On a des équipes qui sont spécialisées pour faire des plex de 4 logements et plus, faire un échantillonnage, mais ça demande une certaine collaboration de la part de tous les locataires pour ne pas utiliser l'eau. Mais c'est possible d'aller en plan B comme ça. Je peux rajouter. Merci. Bon, une bonne précision. On termine avec M. Jeannot-Richard. La subvention est-elle de 2 500 $, peu importe le coût total des travaux pour le segment privé, ou cette subvention est en proportion, 50 %? Présentement, le montant de la subvention est vraiment nominal, dans le sens où c'est jusqu'à concurrence de 2 500 $. C'est le plafond maximal qui est accordé présentement et non pas en proportion des travaux. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui a une très, très petite distance entre sa résidence puis la rue, qui est en emprise zéro, va avoir moins de coûts à procéder à son remplacement qu'une résidence qui a un terrain de façade qui est plus long. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment le montant là, qui est retenu là, par rapport à la subvention. Merci. Alors, avant le mot de la fin, je vais remercier Dominique Gagnon pour son efficacité là, au niveau de la lecture le rassemblement des questions. Là. Elle nous dit que c'est plus de 90 questions qui ont été répondues ce soir. À cela, il faut s'ajouter aussi les questions que vous nous avez envoyées avant la séance. Si vous voulez réécouter la séance, demain dans la journée, elle va être disponible à nouveau. Ainsi que la présentation qui a été donnée. Alors, le lien web était déjà dans l'outil discussion. Je veux remercier aussi M. Guillaume Couillard, Valérie Gauthier, Christelle Brouillette pour leur excellent travail et répondre aux questions, et ainsi que Mme Christine Beaulieu, que je laisserai peut-être le mot de la fin pour les prochaines étapes, parce qu'il y en avait quelques-uns qui me disaient, OK, là, on comprend, mais qu'est-ce que je dois attendre? Puis c'était des questions téléphoniques que j'avais aussi. Une fois la présentation est faite, c'est quoi la prochaine étape qui m'attend là, à titre de citoyen? Ben, un peu comme ce qu'on mentionnait, nous, là, on est sur le départ. On est sur nos blocs de départ pour la saison estivale qui va commencer. Donc, normalement, on devrait voir nos équipes de commis et de préleveurs se déployer sur le terrain à partir de la fête de la Reine, de la fête de dollars. Donc, dans la semaine du 21 mai, on s'attend que la température de l'eau va avoir atteint nos critères là, pour pouvoir nous permettre d'aller sur le terrain. Et pour chacun des secteurs, c'est sûr que nous, on va avancer et on va transmettre quelques jours d'avance des avis, des accroche-portes pour vous informer du passage qu'on s'en vient dans votre secteur. Et pour ceux qui ont des contraintes, qui savent qu'ils doivent partir en vacances, qui ont l'impression qu'ils vont peut-être manquer l'information ou qu'ils vont être absents à ce moment-là, mais de ne pas hésiter à contacter le 3-1 justement pour faire une demande de prise de rendez-vous. Puis nous, à ce moment-là, on va s'assurer de les avoir dans notre cédule puis de pouvoir justement procéder puis de vous permettre d'avoir l'information. On tient vraiment chaleureusement à vous remercier. Je trouve ça incroyablement rassurant et je dirais motivant de voir la qualité des questions qui nous ont été posées, puis la quantité de personnes aussi qui ont participé à l'événement. Ça me démontre un souci, ça démontre une curiosité et une préoccupation par rapport aux services qui sont rendus par la ville. Et nous, on travaille dans ce sens-là. Donc, on vous remercie pour toute la part que vous nous amenez. Et sachez justement qu'à l'autre bout du fil, au 3-1, s'il demeure des questions ou que vous avez des préoccupations ou que vous observez des choses, de ne pas hésiter à faire usage du service justement d'interaction citoyenne de la Ville de Québec pour nous transmettre et nous communiquer ces informations-là. On vous remercie, puis soyez assurés que nos services sont vraiment dédiés justement à assurer votre protection, à vous rassurer, puis à vous offrir le meilleur service possible en matière de livraison, de distribution d'eau potable, puis qu'on a à cœur de pouvoir être à la hauteur de notre mission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à tous et à toutes. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Merci.